Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 470 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le 13e numéro, la suite de notre top 100 joueurs NBA 2025, top 100 participatif avec aujourd'hui Simon / Alingua de Inside Basket. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour le 13e numéro, déjà 13e du top 100 NBA 2025, top 100 participatif avec aujourd'hui quelqu'un qui est dans un tout autre état d'esprit que l'an passé où il y avait un peu la saga Butler, mais on est passé à autre chose. C'est Simon aujourd'hui, comment ça va Simon ? Salut, ça va et toi ? Bah ça va, moi ça va, mais je me souviens de toi qui il y a pile un an était un peu en mode non mais on panique pas encore pour Butler, bon finalement ça a vite tourné là. À l'époque on paniquait pas. Ouais, ça a vite tourné, mais ce matin on s'est levé avec la news de Jovic qui prolonge, donc c'est vrai. Donc on est toute joie. C'est quoi un peu est-ce que, alors, vraie question, est-ce que quand on est fan de Miami, est-ce qu'on rêve encore qu'il y a un gros coup ou pas ? Parce que là ça fait quand même 4-5 ans que Pat Riley il se place pour le gros move, il a la flexibilité salariale et les ambitions, Pat Riley Miami qui est attirant, etc. Et à chaque fois vous passez à côté quoi. Ouais, non mais en fait c'est juste que c'est ce qu'on disait et c'est pour ça que nous on aimerait en tant que fan de Miami que Pat Riley laisse la main, voire que les propriétaires laissent la main. Mais bon, ça c'est un autre débat. Parce qu'en fait, ils sont dans une autre vision de l'NBA. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, viser la free agency, c'est une erreur, quoi, parce qu'il n'y a plus de free agency. Donc, espérer d'avoir des gros coups d'un Luka qui est free agent ou quoi, comme on l'espérait, ou des choses comme ça, bah en fait, c'est une erreur complète d'analyse de comment la ligue est en train de tourner. Et donc, on n'espère plus une signature comme ça parce que en fait c'est tout simplement plus possible. Bon après il se positionne aussi pour des trades, non ? Enfin Lillard c'était pas une free agency, c'était un trade, oui, c'est juste que vous l'avez loupé. Mais voilà, pour ça il faut avoir envie d'appuyer sur le bouton quand il faut et pas prendre de... Voilà, il faut y aller quoi. mais bon, comme on dit l'expression rouler jeunesse, là la jeunesse elle est plus trop présente dans les front office, donc c'est ça le problème. Parce que là il y a Giannis qui va arriver potentiellement sur le marché d'ici 2-3 mois je pense. Un retour de LeBron j'y crois pas trop, je t'avoue, avec les antécédents. Même Giannis il a envie de jouer quelque chose, enfin je veux dire, comment tu peux te dire Giannis il va venir chez nous avec l'état du roster? Tu vois, si tu veux le récupérer, tu vas devoir lâcher énormément, mais Giannis, il va venir chez toi, qu'est-ce que t'auras ? T'auras plus rien, quoi. Donc lui, il a aucun intérêt à venir. Bah déjà, t'auras Giannis, donc déjà, t'auras une équipe qui est bien meilleure, mais... Attends, Bam Giannis, c'est quand même cool comme structure d'équipe, Bam et Giannis. Mais moi, j'y crois pas du tout que... Il y a plein d'autres équipes qui auront de meilleurs packs que nous, quoi, tu vois. Oui, ça c'est clair, mais moi je sais que je me fais engueuler à chaque fois parce que quand je dis Miami est en bonne position, flexibilité salariale pour faire un tel ou tel move, chaque fois j'ai des fans de Miami qui m'engueulent. Non mais de toute façon on le fera pas le gros move. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais dans la théorie, c'est pas parce que t'as pas fait le trade de Lillard que t'étais pas en position de le faire et que y a pas. Est-ce que le GM de Portland vous déteste pas ? Est-ce que c'est pas à cause de ça que la trajectoire de la franchise a basculé ? Ah si, non mais ça pour le coup moi j'en suis persuadé. Bon. Ah, voilà, tu vois. C'est pour ça que non mais ça moi je suis sûr qu'il voulait juste pas nous l'envoyer, peu importe le pack. Ça j'en suis persuadé. Après il y a eu les trucs de KD etc où nous on n'a pas fait les mouvements, ou même Harden à l'époque etc. Mais pour Lillard pour moi c'est une autre histoire. Et après ce sera qui les prochains ? Si c'est pas Giannis, c'est qui les prochains free agents ? Parce que du coup Doncic non, en tout cas pas pendant un an ou 18 mois je pense. Ça vous intéresse pas un Kawhi Leonard avec un contrat pub à côté ? Non, pitié non. Non. Et puis Jokic il bougera pas de toute façon. Bon, pardon, Simon de Inside Basket, et avec le retour de la saison, le podcast va un peu recommencer, on se doute, avec preview, début de saison, etc. quoi. Ouais, voilà, on a tourné 2 épisodes là pour la reprise un petit peu. Hier, on a fait un peu un truc actu, bilan de l'été, équipe de France, Euro, un peu Kawhi Leonard. T'as mentionné plusieurs fois parce que ton pote il était super. On a tout bien compris grâce à toi notamment. Et puis un peu les mouvements de l'été, quelques blessures. On a pas mal de blessures ces dernières semaines. Et puis on a fait un premier épisode il y a 2 semaines de ça, je crois. On s'est fait un petit top 25 des 25 ans du siècle. Et puis voilà, un peu en format tier list. Alors on est parti sur un top 25 et puis finalement on avait 39 joueurs, donc on a classé les 39. Attends, des joueurs de moins de 25 ans depuis 25 ans, c'est ça ? Non. C'est le gars qui mélange les trucs.
Non, mais voilà, on s'est un peu fait plaisir là-dessus pour s'amuser un peu encore dans l'été, et puis voilà, un peu le tier list, quoi. Tu trouves sur internet la tier maker, ça s'appelle. Cela dit, j'y pense, ça peut être un bon format, ça. Depuis 25 ans, non pas les meilleurs joueurs, mais les meilleurs jeunes depuis 25 ans. Alors moi, je vais drafter Yao Ming de 2002. Tu vois. C'est clair. Alors, non, moi je prends LeBron de 2006. C'était pas mal déjà. Ça pourrait être intéressant. Bon bref, Simon de Inside Basket et le podcast Inside the Hoop, évidemment aussi de Miami Heat France. D'ailleurs, Miami Heat France, Yes. c'est quoi le contenu? C'est toujours un peu la déprime en ce moment. Ouais. On fera probablement un podcast preview, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. On est encore en train de digérer tout ça. On sait pas vers où on va, quoi. De toute façon, la saison va être un peu. On sent que c'est la forme. Moribonde. Bah en fait, on est vraiment sur le côté un peu allez les jeunes, c'est parti, on y va, quoi. Et puis les autres, tant pis, quoi. On est un peu dans cette idée-là, quoi. Mais bon, on va être 8e à l'est, comme d'hab. On va jouer les Bulls au play-in, et puis voilà, quoi. Imagine début avril 2023. Voilà, t'as les dieux du basket qui viennent vers toi, ils te disent bon, on accepte, on vous fait un run jusqu'au final NBA, un run complètement fou. Par contre, derrière, il faut souffrir pendant 5 ans de trucs un peu nuls. Est-ce que tu l'aurais signé, ce contrat? Tu l'aurais pas signé finalement. Tu n'aurais pas voulu le run de 2023. En fait, si tu me le demandes sur le moment, je te dirais non, parce que je veux pas souffrir 5 ans. Mais avec le recul, il y a tellement de bons souvenirs de cette période-là. C'est vrai. Enfin, finalement, moi, je pense toi comme moi, etc. On regarde le basket pour vivre des émotions, pour avoir des souvenirs. Et moi, cette période-là, Butler, c'est des émotions qu'on n'a pas vécues depuis le Big Three. Donc, je peux pas cracher sur, en fait, ce que je recherche dans le basket. Non. Moi, je regarde le basket pour remplir mes tableaux Excel, je t'avoue, mais Ah ouais. c'est pas pour les émotions. C'est vrai. Bref, donc Simon, le top 100, tu connais, tu as déjà fait le format, je crois, l'an passé, peut-être même il y a 2 ans aussi, je ne sais plus. Ouais, je pense, deux peut-être même 3, je me rappelle plus. Mais alors 3, j'étais pas là l'année d'avant, mais... Ah merde. Ouais. Mais 2, c'est sûr. Donc le top 100, on a une playlist de 100 noms, on les prend 5 par 5 à chaque fois. On a déjà fait 12 numéros, donc on a un top 60, et à la fin de cet épisode numéro 13, on a un top 65 avec 5 nouveaux noms ajoutés au classement. Avant d'aller sur la cuvée du jour, justement, le top 60, est-ce que tu as des remarques à faire sur ce qu'on a déjà fait? Est-ce que tu as des demandes de reclassement? Bon, alors moi, après, il y a des podcasts que j'ai pas écoutés encore, parce qu'ils sont pas forcément sortis. Donc je sais pas comment vous avez argumenté, etc. Moi, il y a 3 noms qui sont un peu des mêmes profils, je pense, mais à divers niveaux de performance sur lesquels je peux me questionner. C'est la place de Fox en 22, la place de LaMelo Ball en 35 et la place de Jalen Green en 46. Pour moi, c'est trop haut. D'accord. Alors Fox, je peux comprendre, tu vois, parce que je le compare par exemple à Tyler Hero, du coup que j'ai bien étudié, que je connais vachement bien, qui est 6 places plus bas. Mais quel est le développement qui fait que Fox il est plus haut que Tyler Hero ou que des Murray, etc. Parce qu'en fait c'est un joueur qui est quand même pas extrêmement bon défensivement, qui a une bonne performance en attaque, mais qui a pas été plus efficace et plus volumineux que Tyler Hero cette année. Tu vois, dans une équipe qui a pas forcément été meilleure. En fait, je me questionne un peu par rapport à, voilà. Je sais pas comment vous avez développé, c'est pour ça que c'est dur pour moi de dire, il peut pas être plus haut. Mais du coup, je me questionnais par rapport à ça. Non, mais c'est vrai que ça aurait du sens de le coller un peu au groupe Tyler Hero et Jamal Murray, en fait. Parce qu'il fait une saison un peu comme d'habitude, il est pas hyper efficace, quoi. Et c'est pas comme s'il était à plus 6, plus 10%, il est au niveau de la moyenne à peu près, même je crois un peu en dessous. Et non, mais c'est vrai que ça ferait sens par rapport à Murray et Hero. Donc ok, on peut le coller là. En plus, du coup, il serait au niveau de Sabonis, ça pourrait faire un truc très bien. Ok. En fait, c'est surtout que Tyler Hero, il a un peu un côté, pardonnez-moi pour l'expression, mais un peu bâtard cette année, parce que la question de est-ce qu'il est en sur-régime un peu sur cette saison 2024-2025, est-ce qu'il est en sur-régime ou pas? Parce qu'il a quand même été ultra efficace offensivement. Est-ce que c'est son vrai niveau actuel? Ou est-ce que c'est juste une saison où il a vraiment été ultra performant, ultra efficace? Mais du coup, si on juge juste cette saison-là et pas le joueur qui pourrait être, etc., bah, il est quand même bien au-dessus de la moyenne en termes de réussite. Et c'est pour ça que malheureusement, du coup, ça le fait logiquement monter des places par rapport à... Moi, je pense que c'est pas, peut-être pas vraiment son réel niveau d'être aussi efficace. Mais bon, si on juge l'année, quoi, malheureusement. Bon, après, c'est pas comme s'il était en surchauffe sur une zone du terrain, c'est juste qu'il a un peu mieux réorganisé son jeu, quoi. Donc, je pense que c'est un peu plus durable, sans doute. Après, est-ce qu'il aurait un aussi gros volume dans toutes les franchises NBA? Ça peut-être pas. Sûr que non. Mais ok. Et c'est aussi pour ça que Miami peut pas forcément aller plus haut, parce que quand t'as lui en tant que première option avec cet usage-là, ben, quel est ton plafond réel, quoi. Du coup, tu parlais de qui d'autre dans le classement? LaMelo Ball. Ouais, donc LaMelo Ball. Je comprends le côté créateur de génie, attaquant de fou, mais d'un côté, c'est un défenseur quand même très mauvais.
Et puis cette année, il a même pas été efficace, quoi. Loin de là, si je me souviens bien, il était genre à 93 de true shooting plus ou quelque chose comme ça. Ouais. Et je me dis, qu'est-ce qu'il fait qui peut être devant des spécialistes qui font peut-être un petit peu moins, mais sont très performants dans ce qu'ils font. Surtout que là, la Melo Ball, tu l'attends quand même dans un volume et dans une efficacité minimum. Et là, c'était vraiment pas efficace du tout, quoi. Toujours un peu pareil, comment est-ce qu'on juge un peu un gros créateur, mais ultra inefficace. Moi, je pense que s'il n'y avait pas le passing, il serait peut-être pas forcément top 100 cette année. Mais le passing est là, mine de rien. Mais après, la question, c'est du coup, tu le descendras à quel point? Parce que tu vois, en fait, il est aussi attaché à un groupe de. Ils sont un peu tous dans le même bateau. Hein. Paul George aussi, ultra inefficace cette année. Scotty Barnes, encore pire. L'un se sauve par rapport à la défense, l'autre par rapport au passing, etc. Parce que là, en fait, la Melo Ball, cette année, t'as vraiment que la création, quoi. Le côté passeur efficace et parce que le scoring est vraiment pas très bon. Ouais, mais du coup les faire descendre un peu genre. Non, je me questionnais parce que est-ce que par rapport à, tu vois, à des Aaron Gordon, Jarrett Allen qui sont vraiment très bons dans leur domaine, c'est pas plus pertinent. Tu vois, je veux pas faire offense à la Melo Ball, mais genre par rapport à Kobe White. Ok, et au niveau du best of the rest, du coup, on a déjà parlé, pas mal de noms ont été évoqués et validés, de type Jordan Poole, Harrison, Malik Beasley, Russell Westbrook potentiellement, et Onyeka Okongwu. Est-ce que tu avais encore d'autres noms dans le best of the rest que toi tu voudrais voir un peu rajouter au top 100? Non, moi franchement, je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit, ce que j'ai pu écouter, ce que tu m'annonces là. Moi, c'est vraiment Malik Beasley, quoi, que j'avais un peu devant les autres. Je trouve que pour le coup, il fait vraiment une bonne saison, et vu que c'est fort probable qu'il y soit plus l'année prochaine, c'est le moment ou jamais. Il y a fort à parier en tout cas. Ouais. Mais non, j'ai vraiment ultra apprécié sa saison dans un collectif qui avait besoin de ça, très efficace, vraiment sans trop de points faibles par rapport à ce qu'on lui demandait. Donc, je trouve que voilà, c'est des joueurs qui sont très valuables. Voilà, qui sont très importants dans des rosters, des gars comme ça que t'as besoin à côté de Cade, voilà, par exemple, ou Tobias Harris. Donc moi j'ai vraiment apprécié cette saison. Voilà, moi c'est vraiment lui qui sortait du lot plus que les autres. Je pense que ça changera pas grand chose. Poole, Westbrook, etc. Ce sera de toute façon fin du top 100. Donc très bien, eh bien passons à la QV du jour que je peux annoncer à présent. Aujourd'hui nous avons du Jaylen Brown, nous avons du Michael Porter Jr., nous avons Cason Wallace, Andrew Wiggins et Kyrie Irving. Question habituelle, comment est-ce que tu les as classés ces 5-là entre eux avant qu'on en discute un par un? Alors j'ai Kyrie Irving assez tranquillement devant, Jaylen Brown assez tranquillement deuxième. Après j'ai Andrew Wiggins et Michael Porter Jr. Alors j'aurais tendance à mettre MPG plutôt devant. Ouais. Et puis à la fin, Cason Wallace. Oui, je suis d'accord que l'hésitation peut-être c'est entre 3 et 4 Michael Porter et Wiggins, mais j'ai quand même aussi tranché sur Michael Porter. Mais d'ailleurs, tiens, commençons par lui, le premier joueur du jour. Je te fais le topo. Michael Porter Jr., 34 minutes par match, 77 matchs cette saison, 18 points de moyenne et 7 rebonds de moyenne également. On est sur un usage de 20% à peine, donc il passe beaucoup de temps sur le terrain, mais il n'est pas tant que ça utilisé, c'est normal, c'est aussi un finisseur, on va dire. Et en termes d'efficacité, on est plus 7% relatif à la moyenne, donc excellente efficacité. Et pour te lancer, bon, il a été échangé pour des raisons un peu salariales, mais on était sur une très bonne saison de MPJ, un peu comme d'habitude, quoi. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est un joueur. Alors, très bonne saison, mais je dirais vraiment offensivement ou en tout cas en termes de scoring, où il a été vraiment peut-être à son meilleur niveau en carrière, en fait. Je pense qu'il trouvait malheureusement enfin sa place complète dans le système de jeu des Nuggets à vrai volume et vraie efficacité. Voilà, il est en 50-40 à 2 points et 3 points. Bon, alors le lancer, c'est quand même 77%, c'est limite décevant pour un mec comme ça. Tu te dis que quand même il devrait pouvoir faire mieux. Mais malgré tout, voilà, sans 7 de true shooting plus, donc une année ultra efficace, sans forcément partir, parce que tu te dis que c'est un mec qui est talentueux offensivement, tu vas te dire que il peut prendre la balle et tenter des trucs, mais c'est pas tant ce qu'il a fait. Justement, au contraire, il s'est bien mis dans les conditions dans lesquelles il était le meilleur, c'est-à-dire sur de la finition, sur du catch and shoot, des choses comme ça. Il est quasiment 40% de fréquence de catch and shoot, et puis c'est là finalement où il est le meilleur. Donc il est quasiment 42% à 3 points sur catch and shoot. Donc voilà, c'est juste dommage que voilà, il les prend majoritairement en tête de raquette où il perd un peu d'efficacité. Mais voilà, dans le scoring, je l'ai trouvé très bon. J'ai vraiment apprécié sa saison en rebond aussi. Je pense que c'est pas forcément quelque chose qu'on a trop mentionné, mais je l'ai trouvé vraiment pertinent là-dedans, pouvant aussi parfois amener du jeu rapide par moment.
Après voilà, moi je suis un peu plus perplexe sur ses turnovers. Il perd quand même pas mal de ballons alors qu'il a pas forcément énormément de risques à prendre. Ce qui peut me déranger là-dessus. Et puis peut-être le domaine où toi et moi on sera moins d'accord, si j'ai bien compris ta vision là-dessus, c'est la défense. J'ai pas parlé encore. Ouais, non mais parce que du coup je t'écoute quand même régulièrement et j'en parle toute la saison, ouais. Ouais, il me semble que toi t'étais plutôt satisfait de sa saison défensivement, alors que moi je trouve que il est au mieux moyen, quoi. Et du coup peut-être ce côté un peu perte de balle et un peu défenseur moyen, moi je le pourrais peut-être un petit peu le descendre par rapport à ce que toi tu pourrais le considérer, mais bon voilà, après je vais pas parler à ta place. Je sais pas ce que toi t'en penses de ce côté-là. Non, mais après il y a aussi les limites en termes de valeur du profil, finalement du rôle. Hein. On parle pas d'un mec qui va être un créateur. C'est un peu le truc principal. Mais tu vois, moi je trouve que le profil est quand même assez intéressant. J'en ai beaucoup parlé récemment parce qu'il y avait un peu le swap entre Cam Johnson et Michael Porter. Moi, là où j'aime beaucoup Porter, en dehors des considérations salariales ou rentabilité, qualité-prix, hein, mais c'est qu'en plus du shoot d'élite, hein, parce que oui, le shoot est encore élite avec 40% à 3 points, il relâche le ballon très haut, c'est du shoot aussi en mouvement, c'est pas que du catch and shoot dans les corners, c'est en mouvement, jeu de main à main, sortie d'écran off-ball, etc. Donc ça c'est génial, mais il y a aussi un aspect au panier qui est super et que je pense que tu vas perdre un peu avec Cam Johnson, je pense, hein, parce que Cam Johnson c'est plutôt un grand shooter, mais c'est un shooter qui est grand, alors que Michael Porter Jr. c'est un shooter qui est déjà très grand, mais en plus il y avait tout l'aspect de cut au panier. Alors c'est pas un driver, hein, c'est pas du tout un mec qui va driver au panier balle en main, ça c'est un peu ce qui manque, hein. C'est pour ça qu'à l'époque on disait c'est un Kevin Durant 2.0. Bah non, Durant il avait du dribble et donc ça fait toute la différence. Bon, voilà, on est sur un mec qui est 81% assisté au général, qui est également 3/4 de ses tirs au panier, c'est assisté. Et le dernier quart, c'est pas qu'il va tout seul au panier, c'est que c'est des rebonds offensifs. Mais que. Non, mais tu vois, moi, c'était aussi l'importance du profil là-dessus, c'est que, ok, tu remplaces un shooter d'élite par un autre. Mais ce que j'aime bien chez Michael Porter, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est pas que je sais pas moi, du Troy Daniels, c'est pas que du Bryn Forbes ou des Doug McDermott, tu vois. Pour moi, c'est Doug McDermott, mais avec un impact sur des cuts qui est immense. Et alors, ok, il est servi par Jokic, donc c'est pas lui qui crée l'action tout seul. Mais la taille fait la différence aussi. Au niveau de quand il cut au panier pour finir, le mouvement, le post-up pas trop, mais l'aspect aussi cassage de bouche en termes de rebond offensif. Tu vois, ça aussi, je suis pas sûr qu'on l'ait prochainement avec Cam Johnson, en tout cas pas au même niveau. Mais ce qui fait que je pense qu'il a un peu cette image offensive de bon voilà, c'est un grand Doug McDermott, pardon, et donc c'est un peu décevant. Et oui, ça peut l'être parfois parce que lycéen superstar, etc. Mais au final, quand tu connais le profil, d'accord. Mais c'est pas que un grand Doug McDermott en fait. Pour moi, c'est aussi un mec qui a cet apport en plus de présence intérieure et qui est, je trouve, un peu sous-estimé par rapport à l'ensemble du profil. Non pas que ça le remonte de 40 places dans le classement ou qu'il va être top 30, hein, mais je veux dire, ça vient un peu complémenter le profil et pas juste un peu le mec, le shooter, quoi. Et c'est ce qui était génial. Alors bien sûr, il a été vachement critiqué par rapport à, comme t'as dit, son rapport qualité-prix. Parce qu'effectivement, son contrat est cher, mais à l'époque, tu voulais le garder, donc voilà. Mais je trouve que en termes de complémentarité sportive, aux côtés de Jokic et Aaron Gordon, c'était vachement intéressant. Parce que Jokic a quand même cette tendance à être un peu plus loin du panier, parce que c'est créateur principal, etc. Donc lui, il pouvait apporter ce danger-là, comme tu l'as dit, soit au rebond, soit sur du cut, etc. Et il était vachement pertinent là-dedans. Qu'est-ce que ça va devenir maintenant ? En fait, la question, elle se pose des deux côtés. Qu'est-ce que ça va devenir avec Cam Johnson du côté de Denver, mais aussi, qu'est-ce que lui va devenir du côté de Brooklyn ? Parce qu'il aura plus ce danger-là, et si tu vas lui donner plus de responsabilités, moi j'ai peur que sa réussite elle chute. Parce que vraiment, au niveau du dribble, je me questionne pas mal, et finalement, ça se voit en fait, en termes de réussite au shoot. Bon, ça paraît logique ce que je vais dire, mais lui, il y a vraiment une grosse baisse, c'est plus il va dribbler, moins il va être efficace. Mais genre, avec une vraie baisse. Et voilà, en fait, c'est comme tu l'as dit, c'est un peu le McDermott. Il faut qu'il soit finisseur et il est bon dans les différentes manières de scorer, que ce soit du catch and shoot, que ce soit du cut, que ce soit sur du rebond, etc. Et c'est là où tu dois l'attendre. Et cela dit, tu vois, j'aime bien malgré les faiblesses qu'on connaît. Tu vois, par exemple, on prend un autre shooter en sortie d'écran que tu connais bien, Duncan Robinson. Robinson a quand même développé le passing. C'est pour ça que le profil est à ce point intéressant. C'est qu'il y a une prise de deux par-dessus, sur lui. Il peut passer par-dessus, il peut exploiter le décalage. Et ça, Porter ne l'a pas. Tu as parlé un peu du passing qui était néant. Voilà. Il n'y a pas de drive, de dribble, il n'y a pas de passing. Cela dit, c'est un profil qui est très grand, un profil qui met tous ses tirs, un profil qui fait un peu de création, on va dire, secondaire. Un peu quand il n'y a pas Jokic, c'est un peu de Jamal Murray, un peu de Aaron Gordon et un peu de Michael Porter Jr. aussi.
Mais tu vois, la taille permet aussi de créer parfois des mismatchs, ou en tout cas des match-up croisés, on va dire, parce que, imaginons, enfin, il est très grand déjà, pour un poste 3. Donc, déjà, le front de courte avec Gordon, Michael Porter et Jokic, tu comprends que les mecs, ils aillent pilonner au niveau du rebond offensif. Mais tu vois, très simplement, si tu prends une équipe qui a un très fort porteur de balle, enfin, justement, pardon, Denver a un très fort porteur de balle qui s'appelle Jamal Murray. Si, par exemple, je prends n'importe quoi, mais les Wolves, ils veulent mettre sur Jamal Murray un bon défenseur de type Jaden McDaniels, bon, bah, du coup, ça décale un peu tout, et donc c'est un peu le petit qui va se retrouver face à Michael Porter. Et je prends un exemple comme ça, mais tu vois, c'est assez fréquent. Comme tu parles des Lakers, là, à chaque fois où il y a un décalage au niveau des défenseurs. Voilà, par exemple. Mais pareil, OKC veut pas forcément que SGA soit sur Jamal Murray. Donc ça fait un peu des trucs croisés. Et d'ailleurs, les match-up OKC-Denver, c'est ça. C'est du SGA qui défend Michael Porter très régulièrement. Et ça crée aussi des ouvertures. Donc je trouve que cet élément de taille est assez important. Et pour refaire un peu la transition de l'autre côté, je trouve qu'on la taille est aussi fonctionnelle en défense. Et c'est peut-être sa moins pire saison en défense, je trouve. Alors il y a eu un peu des irrégularités, notamment en milieu de saison, il y a eu un peu un creux, mais j'avais bien aimé moi le début de saison. Pas sur le on-ball, mais un peu sur le off-ball, où il fait c'est pas la folie, mais il fait un peu des rotations au bon endroit, au bon moment. Et vu qu'il est grand, c'est utile, tu vois, contrairement à, je sais pas moi, tu prends Chris Paul à l'époque des Clippers, waouh, il est super intelligent, il est en place, il fait la rotation à temps, mais sauf que le mec il se fait shooter dessus, quoi. Donc même s'il fait la rotation, il peut pas affecter l'action. Michael Porter, c'est pas parfait tout le temps, mais au moins il est là avec sa grande taille, donc ça j'avoue que j'aime bien. Je dirais pas que c'est un méga positif, mais je pense qu'on est autour de la moyenne, mine de rien, sur les bons passages, voire même un peu positif parfois, mais le problème c'est les irrégularités, et aussi à quel point il peut se faire un peu cibler on-ball également. Ouais. En fait, c'est ça. Du coup, en fait, je pense que finalement, on n'est pas en désaccord sur le côté défensif. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que vraiment cette année, cette année, du coup, j'ai regardé un peu plus Denver et j'ai un peu plus regardé MPG pour préparer ce podcast, contrairement aux années précédentes. Donc, je parle sous l'impression et les souvenirs que j'ai de lui par les années précédentes. Mais je trouve que déjà, il a fait plus d'efforts. Tu vois, le fait de beaucoup plus bouger, de beaucoup mieux se déplacer, de se mettre entre deux joueurs pour essayer, justement, grâce à sa grande taille, à son envergure, de prendre de la place, de prendre du volume, etc. Mais donc, ça, c'est quand même les choses qui sont extrêmement positives pour lui. Malgré tout, il y avait encore quelques séquences ou quelques moments où il se fait prendre dans le dos, ou alors ça peut être positif comme négatif, mais où il va prendre des risques, essayer d'être sur les lignes de passe, mais du coup, s'il se rate, du coup derrière il y a un décalage énorme qui est créé, etc. Et vu que t'as peut-être un peu moins de protection d'arceau, le gars il va direct au panier. Donc voilà. Mais c'est des choses qui peuvent par moment être pénalisante pour une défense, et puis après t'as Jokic qui le regarde et qui dit mais mec, mais qu'est-ce que tu fais, on avait la bonne rotation et toi tu étais sur la ligne de passe et tu la rates, quoi. Donc voilà, il y a quand même des petits trucs qui font que moyen, je serais d'accord, mais j'irai pas forcément jusque dans le positif ou dans le très positif, quoi. Donc Ce qui est dommage avec lui, c'est que en fait, c'est l'aspect de taille. Tu te dirais, en fait, il pourrait faire tellement plus en drive, on l'a dit. S'il pouvait dribbler, on aurait peut-être un top créateur, même niveau All-Star, je pense. Et s'il pouvait aussi défendre le panier, quoi. Parce qu'en fait, non, il fait la rotation. Tu vois, voilà, quand il faut être là, il est là. Mais c'est pas un playmaker au panier. C'est pas un mec qui va te sauver une possession avec un contre spectaculaire. C'est pas un mec qui, sur les lignes de passe, va être actif. Alors que tu as envie de voir ça, tu te dis, ah ouais, mais en fait, il y a de quoi faire parce qu'il y a la taille, il y a les mensurations. Mais en fait, ça l'est pas totalement. Mais ok, alors faisons la transition vers le classement. Où est-ce qu'on met ce Michael Porter Jr. du coup ? C'est une bonne question parce qu'il est quand même efficace, malgré tout. Attends, je prends très mon efficace, classement. C'est assez appréciable. Je prends mon classement. Moi, je me questionnais. Alors, je me suis fait des zones, parce que classement à 60 joueurs déjà, c'est complexe, comme tout le monde le dit. Je sais pas, je le visualisais entre dans les zones Austin Reeves. Ma question, c'était par rapport à des joueurs comme Jaden McDaniels. Tu vois, Lou Dort, les classements-là, comment on le considère ? Parce qu'il y a aussi ce côté où, d'un côté du terrain, il est plutôt extrêmement performant, de l'autre, c'est moyen. C'est un peu, comme Lou Dort. J'aurais eu tendance peut-être à le mettre un peu plus au-dessus, mais j'ai pas de problème à le mettre derrière. Mais pour moi, c'était dans les zones, 45 du classement actuel, quoi. Ouais, y a un autre point de repère qui est intéressant, c'est Aaron Gordon aussi, en plus de la même équipe. Comment tu trancherais un peu cette saison Gordon-Michael Porter ? C'est un peu si on hésite, c'est qu'il faut les mettre pas trop loin en tout cas. Ouais, bien sûr. Non, mais bien sûr. Après, tu vois, Gordon, il est 38 là, donc finalement près de la 40e que j'avais en tête. Moi, j'ai toujours tendance à préférer Gordon parce que défensivement, il est très bon, offensivement, il est solide, polyvalent, et comme vous en avez parlé, je crois, dans les épisodes. Lui, il est un peu pénalisé par le fait que il y a
d'autres joueurs qui ont besoin d'accéder au panier. Et du coup, on lui demande de plus shooter Aaron Gordon, alors que c'est pas forcément son premier style de jeu. Mais moi, j'aurais tendance à mettre MPJ derrière Gordon. Ouais, je suis d'accord. Mais je suis pas choqué. D'accord, si c'est même devant, si Gordon ne fait pas une grande saison par rapport à ses standards. D'habitude, il est 20 places au-dessus, mais là, je pense ils vont être un peu plus proches. Mais oui, non, mais ça me va. Après, la question, c'est, comme tu disais, c'est par rapport à des profils défense d'élite, mais attaque beaucoup plus déficitaire, on va dire. Non, mais après, c'est vrai que Lou Dort et McDaniels, on n'arrive pas de les trimballer d'un côté et de l'autre. Parce qu'il y a toujours ce truc de qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Comment est-ce que chacun pondère, comment est-ce chacun a un avis, en tout cas, sur la pondération qui existe entre défense et attaque. Mais non, mais tu vois, c'est vrai que même quand j'ai réfléchi, finalement, Lou Dort, parce que McDaniels, il n'y a pas d'attaque, mais tu peux te dire, Lou Dort, le 3 points, il a, quoi. La respectabilité, elle est plutôt là, ou quand il n'est pas respecté, il punit. La défense est encore plus élite, donc c'est peut-être presque eux qu'il faut remonter et on colle tout le monde, quoi. Tu vois. En fait, tu vois, on pourrait monter Lou Dort et Jaden McDaniels au moins devant Jalen Green, pour moi qui est un peu trop, et peut-être même Fred VanVleet. Du coup, tu les rapproches de la 44 et tu mets MPJ pas trop loin. Après, ça fait un pool, quoi. Tu peux pas non plus jouer à dire il y a 2 places d'écart, c'est honteux, etc. Mais on peut mettre Porter Junior au niveau de Josh Hart, par exemple. Ouais. Et on colle juste derrière Lou Dort. Reeves, Norman Powell, Josh Hart, puis Michael Porter Jr., puis Lou Dort et McDaniels, et puis ensuite les créateurs de type créateurs parfaits, on va dire. Kobe White, Nembhard, VanVleet, Jalen Green. Ok, très bien, faisons comme ça alors. Michael Porter. Non plus, comme tu dis toujours, il y a pas, c'est un peu le même chapeau, quoi. T'as pas non plus 40 000 places d'écart. Donc. Et un petit quiz pour terminer. Nous sommes le 27 novembre 2024. Et c'est un poster dunk en transition assez spectaculaire contre le Utah Jazz. Mais qui est sur le terrain sur ce poster dunk contre le Utah Jazz? Alors, je vais commencer par Denver, parce que Utah, c'est pas dit que je m'en sorte. Je vais tenter du coup Murray. Oui. Je vais tenter Jokic. Oui. Gordon. Pas Gordon, non, il était absent. Pas Gordon. Donc, MPJ forcément. Il peut y avoir... Est-ce qu'il y a du Westbrook? Il n'y a pas Westbrook. Il y a un rasoir. Okay. Est-ce qu'il y a du Brown, du coup, si Gordon n'est pas là? Exactement. Il y a le rasoir Brown. Et l'autre, il est élémentaire. Peyton Watson. Exactement. Ouais. Peyton Watson. Il m'en manque un, là. Non, c'est fini. Ah non, c'est bon. Maintenant, côté Jazz. Oh là là, alors Utah. Est-ce qu'il y a du Markkanen? Laurie n'est pas sur le terrain, non. Ouf, ça commence pas bien. Est-ce qu'il y a du Walker Kessler? Oui, il est là. Est-ce qu'il y a du Colin Sexton? Sexton est sur le terrain, oui, tout à fait. Ok. Alors, c'est maintenant qu'on va rigoler. Qui c'est qu'il y a d'autre du côté de Utah? C'était tellement difficile Utah cette année que... comment il s'appelle? Kayonte George? Exactement. George est par là. Kayonte George. Et Collier aussi. Non, il n'y a pas Collier, puisqu'il y a Sexton et Kayonte George. On a quelqu'un qui se balade souvent pieds nus. Qui se balade pieds nus. C'est qui ça? Je l'ai pas. Il se balade pieds nus parce qu'il est sans. Ah, sans sabot. Comment? Je sais plus sans comment sabot. ça se prononce. Il est sans sabot. Sans sabot. Ok, voilà. Il est sans sabot sur le terrain. Donc forcément toujours pieds nus. Et puis le dernier, c'est un mec qui a baladé un peu partout. Non, c'est un extérieur qui est vraiment. Il a fait beaucoup de franchises. C'est un Européen. Il a fait Lakers, Détroit, OKC, exactement. Svi Mykhailiuk, tout à fait. Bon, alors là, merci les quiz précédents que j'ai pu écouter dans ton podcast parce que je savais même plus qu'il était à Utah. Et donc passons à notre deuxième joueur du jour. Allons sur Andrew Wiggins, si tu veux bien. Donc 30 minutes par match pour Andrew Wiggins, 60 matchs, même si il y a 2 franchises, tu vas nous en parler. 18 points de moyenne sur la saison complète. Et en termes d'usage, on est sur 24%. Plutôt pas mal comme usage, mais malheureusement l'efficacité, on est 2% en dessous du niveau moyen de NBA. Pour te lancer, on a 2 saisons 1 avec une première moitié aux Warriors qui est quand même pas mal. Et après à Miami où le contexte est un peu différent. En fait, moi je le connais forcément beaucoup mieux de sa période à Miami, même si c'est que 17 matchs je crois. Donc moi j'en ai une vision quand même assez catastrophique de ce que j'ai pu voir. À ce point. Alors, quelle est la partie de moi
qui se dit oh, tu viens de passer de Butler à ça. Peut-être qu'il y a aussi un peu de ça, je sais pas. Mais chez nous, c'était quand même extrêmement compliqué parce que aussi on le mettait dans des conditions compliquées. Pour moi, c'est un joueur qui a pas du tout le rôle qui lui convient. Pour moi, c'est un joueur qui a besoin d'être troisième, voire quatrième option. Tu vois, c'est un peu le Tobias Harris nouvelle génération Andrew Wiggins pour moi, parce que c'est un joueur qui va faire ses petits trucs dans son coin, il va être moyen dans plein de domaines, mais si tu lui donnes plus de responsabilités ou t'attends plus de lui, il va pas s'en sortir. Ou alors ça va être genre 10 secondes par-ci, 10 secondes par-là, etc. Mais du côté de Miami, en tout cas, on lui a donné quand même peut-être trop d'usage de la balle, trop de responsabilités, et il a pas été capable voilà, à quel point c'est notre faute, à quel point c'est la faute du front office, du coaching staff, etc., à quel point c'est sa faute à lui. Je pense qu'il y a forcément toujours un peu des deux, mais il a pas du tout été capable de tenir ça. Voilà, il y a quand même beaucoup de pertes de balles de notre côté. Ça a explosé depuis qu'il est parti de Golden State. Il était à 8% de pertes de balles avant de turnover pourcentage, là il était à 14 quasiment chez nous, quoi. Donc ça a explosé, il a pas du tout été efficace, mais ça fait quand même quelques temps qu'il est pas efficace, et les seuls endroits où il est efficace, c'est le mid-range. Donc ça c'est quand même assez compliqué sous la pression du cercle qu'il peut avoir, notamment avec certains de ses drives. Cette année, que ce soit du côté de Golden State ou du côté de Miami, il a quand même perdu énormément en efficacité. Pendant plusieurs années, il était à 70% quasiment d'efficacité. Là, il est en dessous de 60. C'est quand même extrêmement faible. Et en fait, tu te rends compte que les seuls moments où vraiment il est pertinent dans son shoot, c'est quand il est servi dans des bonnes conditions sur du catch and shoot. Donc ouais, moi je suis assez quand même perplexe. Il est moyen dans ce qu'il fait. En défense, ça va. Défense, j'ai été plutôt surpris, même sur la protection second rideau, il a pu être quand même plus présent à l'intérieur, notamment au niveau du cercle, etc. Voilà, j'étais plutôt content, mais trop de pertes de balles, trop de tirs catastrophiques, pas si efficace que ça, même si finalement il est en 45, 37, 76, ça va. Mais il est, tu vois, à 2 points, il est à 92 de true shooting, quoi. C'est quand même décevant pour un mec comme ça, quoi. Donc 92 de true shooting, c'est excellent. True shooting plus, tu veux dire. 98 de true shooting. Oui, pardon, oui. Non, mais parce qu'en true shooting de base, en brut, c'est incroyable. Mais non, mais on a juste à la moyenne, ouais. Donc 2% en dessous de la moyenne des 2 points, ouais. Voilà. Ouais. Mais ouais, moi j'ai été perplexe. Alors du côté de Golden State, c'était peut-être mieux, même si moi, en regardant un peu les stats, je vois qu'il a quand même été moins pertinent que les années précédentes. Mais moi j'ai été déçu par ce que j'ai pu voir, et tu vois, il y a eu des rumeurs il y a pas si longtemps comme quoi il devait aller au niveau des Lakers. Moi ce qui me dérange, c'est qu'est-ce qu'on aurait en échange, parce que c'est pas très intéressant s'ils veulent pas lâcher de pick de draft. Mais pour le coup, je pense que c'est un effectif qui lui conviendrait beaucoup mieux que ce qu'est Miami. Parce que pour moi, c'est un joueur à qui il faut un vrai écart avec le meilleur joueur. À l'époque, il y avait Curry, c'était lui le meilleur joueur, il y avait pas de débat. Là, du côté de Miami, bah ton leader c'est Tyler Hero, du coup tu vas devoir donner des responsabilités à Andrew Wiggins, mais il va pas forcément être capable de faire tout ce que tu peux attendre de lui. Donc ouais, j'ai été un peu déçu, mais bon, bref. Bah après, c'est comme si tu essayais de couper ton morceau de steak ou ta côte de bœuf avec une cuillère, quoi. Oui, bah c'est ça. Bah ouais. oui, ça marche pas, mais est-ce que c'est la faute de la cuillère, ou est-ce que c'est est-ce que c'est pas de ta faute d'essayer de faire ça avec tel outil, quoi. Mais non, mais je te rejoins, et en fait, il y a un aspect de mauvais casting, je sais pas. Après, c'est une fin de saison, tu vois, c'est 17 matchs à peine. On est sur une fin de saison où quand t'as plus Butler, de toute façon, tu joues plus rien, etc., etc. Mais clairement, on a ce côté où la période Golden State, c'est un peu comme d'habitude, on va dire, le Wiggins qu'on connaît, c'est-à-dire pas génial en attaque non plus, hein. Il n'y a pas une différence fantastique par rapport à la fameuse saison où il est élu All-Star. Voilà, il shoot à 38% à 3 points, il était un peu moins efficace au panier, cela dit, sur le début de saison aux Warriors, alors que d'habitude il est quand même très bon, mais là encore, c'est un peu le contexte des Warriors, manque de spacing en début d'année, etc., etc. Mais bref, on avait un peu le Wiggins d'habitude sur 40 matchs, c'est-à-dire défense, 3&D très précieux, pas trop de passing non plus, pas de connecting, mais un peu créateur tertiaire par moment, un peu un post-up par-ci par-là, et puis sinon c'est un peu finisseur. Et on arrive à Miami, et comme tu dis, hein, il y a bon, à quel point est-ce qu'il faut pondérer un peu la période Miami, pour le coup, c'est une vingtaine de matchs, j'ai dit une petite vingtaine de matchs, et un rôle différent, mais en effet, c'est notable de développer le fait que, en fait, tu vois, en termes de, par exemple, un pourcentage de paniers assistés, il était autour des 70, c'est descendu à 55% de paniers assistés à Miami. Tu te dis, ah ouais, donc il a beaucoup moins de tirs assistés qu'auparavant, donc déjà, et puis pareil, j'ai regardé au niveau des touches de balles.
il est passé de toucher le ballon du côté des Warriors, c'était du coup j'ai perdu les stats, mais c'est un truc de genre de passer de 30 à plus de 45, tu vois, touche de balle par match de différence. Donc bref, il a été un peu trop impliqué. Et c'est vrai que ça fait toute la différence, quoi. Mais cela dit, sur le profil un peu, tu vois, sur la majorité de la saison aux Warriors, bon, c'est pas génial. Et je pense que entre guillemets, la sélection All-Star biaise un peu tout, peut-être pour certains. Mais pour moi, c'est un peu un espèce de 3&D banal. Il y a une connotation négative, mais un 3&D plutôt très cool, quoi, très précieux. Quand il shoot bien, c'est bien. Il y a un peu des cuts au panier. L'explosivité, c'est encore plutôt là parce qu'il est encore assez jeune. Mais c'est juste qu'en effet, je te rejoins que le contexte et le rôle que tu vas lui donner est un peu la clé de tout, parce que ce que tu me dis aujourd'hui, ça me fait penser un peu au début de carrière où on a voulu le tester un peu en première option, alors qu'il y avait certains à la draft, qui n'avaient pas encore créé le basket là, mais certains qui disaient mais non, il n'y avait pas que moi, on disait mais non, mais c'est pas un créateur, les gars, non. Et là j'ai l'impression de retrouver un peu les trucs de début de saison et de draft, quoi, tu vois. Là où je l'ai trouvé vraiment pertinent pour le coup, et de ce que j'ai pu comprendre et voir un tout petit peu, c'était le cas aussi à Golden State, c'est qu'en transition il est quand même plutôt bon. Ça, c'est que son côté athlétique, et voilà. Mais voilà, tu t'en parlais de l'usage notamment. Je te le donne, là cette année à Miami, il est quasiment à 20, encore une fois, c'est 17 matchs, mais il a 27% d'usage. Il a pas eu cet usage-là depuis le départ de Minnesota. Et en fait, c'est peut-être ça qu'il lui faut, ce gars-là. C'est pour ça que je dis que du côté des Lakers, derrière LeBron, derrière Austin Reeves, derrière Luka, ça irait très bien. Parce que c'est ce qui lui convient. Et c'est pour ça, quand je dis que c'est le Tobias Harris du pot, enfin de la nouvelle génération, c'est pas quelque chose de négatif, c'est juste qu'il lui faut un rôle qui lui convient. Pas lui donner plus que ce qu'il a besoin, parce que du coup, il perd en efficacité, d'autant plus que sa zone de shoot, c'est un peu la même que Tyler, c'est un peu la même que Bam, donc tu fais un embouteillage incompréhensible de ce côté-là. Donc, ouais, malheureusement, et puis voilà, il est middle en ISO, il est middle en spot-up, etc., en poker, en pick and roll, quand c'est lui qui porte la balle, voilà, l'efficacité elle est moyenne, donc en fait il est moyen, quoi. Oui, après là, c'est comment dire, quand on l'analyse à partir du prisme de créateur, on accentue sur les trucs négatifs. Après, en effet, si un jour on peut le remettre dans un rôle plus réduit, je pense qu'il peut être encore très bon. Et moi, c'est un peu ce que je pense qu'on avait aux Warriors. Le problème, c'était pas lui, c'était pas le 3&D. Le problème, c'était qu'il fallait un autre créateur, quoi, et qu'au final, ils ont réussi à l'obtenir. Là où il était le meilleur, c'est quand il y avait Curry et Klay Thompson à côté de lui, en fait. Parce que c'était la 3e voire 4e option. Il était en fin de chaîne, bout de chaîne ou en complément des autres, et c'est là où en fait son rôle est le meilleur. Et il peut être justement très bon, comme on a pu le voir par le passé, quoi. Mais là où c'est marrant, c'est que l'usage a un peu explosé, donc le volume de ballon a explosé. Par contre, le passing ne bouge pas trop, mais par contre les turnovers explosent. T'en as parlé tout à l'heure, les pertes de balles. On est passé d'un mec qui était un des plus propres de NBA à un mec qui est non pas un des plus sales, mais quand même beaucoup de turnovers. Donc c'est assez notable. Là, voilà, le côté un peu accentuation d'un rôle qu'il devrait pas avoir, quoi. En plus, c'est des turnovers où quand tu le vois, tu prends en considération du fait que c'est pas un rôle qui lui convient, et limite c'est pas un rôle qu'il a l'habitude de faire. Parce que moi j'ai des visions, des actions en tête où il dribble, il drive, il saute, il fait un 360 en l'air et il fait une passe dans les mains de l'adversaire, quoi. Tu te dis mais qu'est-ce que tu fais, mais je peux te dire, au niveau parce que Basketball Référence décortique un peu les turnovers. Ouais. Il a fait en 500 minutes à Miami, il a fait plus de mauvaises passes, de turnovers sur des passes manquées, que en 1300 minutes aux Warriors. Voilà, pour te dire un peu. Et pour le coup, c'est aussi le rôle qu'on lui a donné. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas que de sa faute non plus, parce qu'il y a aussi le côté où Miami lui a demandé à quel point ça vient aussi du fait que quand Butler est arrivé du côté de Miami, on lui a posé des questions genre c'est quoi le joueur le plus talentueux avec lequel t'as joué? Le gars, il a quand même joué avec Derrick Rose, D-Wade, etc. Il te dit le meilleur joueur et le plus talentueux, c'est Andrew Wiggins, quoi. Donc à quel point ils l'ont cru aveuglément, ils l'ont dit ok, nous on veut un talent, on va prendre Andrew Wiggins en échange, quoi. Et donc niveau classement, comment est-ce qu'on pondère un peu demi-saison et un quart de saison un peu nul à Miami? Ouais. Parce que je pense qu'on peut pas l'ignorer. Tu vois, c'est pas genre 5-6 matchs, c'est quand même une vingtaine de matchs. Ah bah ouais. Peut-être que ça va rajouter un malus, quoi. Et malgré tout, à quel point on le considère, ça? Mais tu sais, je suis allé chercher un peu par rapport à ses on-off, etc. de l'équipe. Du côté de Miami, sur les 800 minutes qu'il a joué, l'équipe est quand même bien moins forte quand il est sur le terrain. Sur les 500... J'ai pris que les matchs auxquels il a participé, mais l'équipe, quand il est sur le terrain, elle est à moins 3 de net rating. Quand il l'est pas, elle est à plus 7. Et du côté des Warriors, pour le coup, ça m'a surpris parce que c'était le cas aussi. Elle était à moins 2 net rating quand il était sur le terrain et à plus 1,18 quand il n'était pas sur le terrain. Donc tu vois,
Alors après, effectivement, tu vas me dire, bah, ça dépend des rotations, ça dépend des adversaires, etc. Mais c'est pour dire que... J'ai même pas besoin de le dire, toi, Oui, non, mais bien sûr, je te connais. mais voilà, ça veut dire aussi que bah, il est peut-être pas aussi performant et positif tout seul que ce qu'on aimerait qu'il soit, parce que c'est vraiment un gars appréciable, etc. T'as envie que tout se passe bien pour lui. Bah, moi, je le voyais, du coup, comme on a dit, un peu derrière MPG, quoi. Après, dans le classement... Bah, j'avais un peu un point de repère, moi, qui était Hachimura. Je pense que je préfère largement Hachimura. Tu vois, j'allais dire Najee Marshall qui est juste derrière, donc. Ouais, qui est par là aussi, mais tu vois, Hachimura a un peu ce côté aussi sobre 3D, et je crois que je préfère largement la saison d'Hachimura, qui est efficace, qui est défense très cool aussi, donc c'était un peu le point peut-être à pas dépasser. Moi j'avais mis Wiggins près d'Harrison Barnes. Oui, c'est vrai que ça peut m'aller là, vers Harrison Barnes, effectivement. Parce qu'il y a Najee Marshall, mais tu vois, Najee Marshall, il fait une saison avec de la création. Saison, hein. Franchement, il fait une bonne saison. Hein. C'est pas que finisseur, c'est création. Barnes, c'est un peu 3D, mais réussi. Donc ouais, ça me va si on le met là. Wiggins, c'est collé à Harrison Barnes. Non, mais je me pose la question par rapport à même un Dylan Brooks, tu vois. Alors peut-être que j'exagère. J'ai pas souvenir, j'avais eu l'impression qu'il avait fait une bonne saison offensive, Dylan Brooks. Bah, en fait, alors il est quand même pas efficace au général, parce qu'il est incapable d'aller au panier et d'avoir lancé franc. Mais il fait 40% à 3 points. Et tu vois, la défense, pour moi, c'est une vraie plus-value chez Brooks que t'as pas chez Wiggins. Donc je pense que je serais presque prêt à descendre jusqu'à Dylan Brooks, en fait, au final. Tu vois, jouer à PG Washington et à Brooks, moi ça me va de mettre Wiggins ici. Hein. Ok, ça me va. Mais mettons-le là alors. Et donc, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 8 mars 2025. Et c'est, un dunk en transition assez spectaculaire contre les Chicago Bulls. Mais qui est sur le terrain? Kobe White. Oui. Giddey. Exactement. Vucevic. Vucevic n'est pas sur le terrain, non. Est-ce que... Alors, Pat Williams, je sais pas du tout quand est-ce qu'il est blessé, lui, mais... Non, il n'y a pas Pat Williams, non. J'imagine qu'il n'y a pas d'Osunmu si t'as les deux autres. Non plus, c'est un intérieur à bandeau. À bandeau. Ouais, souvent il avait un bandeau. Gonzaga, top 10 de draft à l'époque, que j'aimais beaucoup, moi, 2018. Attends, je réfléchis. Est-ce que... Qui c'est qu'il y avait là? Malheureusement, beaucoup de problèmes de blessures. Est-ce qu'il y avait... Ouais, Werther, il était pas là-bas, lui? Werther n'est pas sur le terrain à ce moment-ci, mais... Et Bouzelis? Et Matas Bouzelis est là, en effet. Ouais. Donc, Matas Bouzelis, Josh Giddey, ouais. Cason Wallace, et il en manque 2. Et ce sont 2 joueurs qui sont arrivés en trade, dans le trade de Zach LaVine. Dans le trade de Zach LaVine. Alors là... Le pivot, c'était le bouc émissaire de la saison rookie de Wembanyama. C'était, ben non, ça peut pas marcher, puisqu'il y a un tel à côté. Zach Collins? Exactement, Zach Collins. Ok. Bah, tu vois, je savais même plus qu'il était passé à côté des Kings. Et il manque le meneur alors? C'est pas Kobe White le meneur? Non. Okay. Il y a un mec encore plus petit. Encore plus petit que lui. Certains le sont un peu, mais lui il l'est. Trey Jones? Exactement, Trey Jones, tout à fait. Ok. Tout à fait. Et côté Miami alors? Alors du coup, Bam. Oui. Ouais. Hero. Oui. Oh, quoique c'est peut-être le... Ah si, quand même. Wiggins, du coup. Est-ce qu'il y a du Ice Smith? Il n'y a pas Ice Smith, non. Duncan? Il n'y a pas Duncan, il y a un intérieur, on se demande où ça? Mais attends, tes blagues, c'est les Américains qui se demandent ça. Nous en français... Kevin Love? Non, c'est pas Kevin Love. Est-ce qu'il y a Kevin Love? Est-ce qu'il y a Jovic? Non. Est-ce qu'il y a Ware? Exactement. Bah oui, Kalel Ware. Ouais. Ah, Ware, ok, waouh, ok. Est-ce qu'il y a Jaime Raquez? Non, le dernier c'est le meilleur coup de l'histoire de Miami, je pense. C'est-à-dire échanger le contrat de PJ Tucker contre Mitchell. Exactement, Davion Mitchell, tout à fait. Donc on avance, 3e joueur du jour, passons sur Cason Wallace si tu veux bien. Cason Wallace, 27 minutes de jeu par match dans une équipe historique, 68 matchs, 8 points de moyenne à peine, mais c'est pas trop ça son apport, pas complètement. Usage également très modeste, à peine 13% d'usage et une efficacité qui n'est que à 98, donc 2% plus bas que le niveau moyen de NBA qui est fixé à 100 sur les stats en plus évidemment. Mais pour te lancer, on a quand même, c'est pas un score, mais un mec qui est tout de même assez précieux de par l'aspect défensif notamment.
Bah, il a quand même joué en fait cette année. Donc à partir du moment où il joue dans une équipe comme OKC, tu te dis que le gars il apporte quelque chose. Peut-être son problème c'est qu'à côté de lui t'as des mecs comme Aaron Wiggins, t'as Lou Dort, etc. qui ont aussi des profils défensifs. Mais bon, bref. Non, franchement, moi j'ai bien apprécié sa saison. J'ai vu pas mal OKC cette année parce que c'est une équipe quand même vachement attrayante. Je trouve qu'il est excellent défensivement sur les postes de guard, etc. C'est vraiment un mec qui fait partie de la caste pour moi des peut-être pas à ce niveau-là, mais Caruso, Zion Daniels, etc. C'est vraiment un mec qui est ultra impressionnant défensivement. Et c'est ce qui rend le profil assez paradoxal. C'est que défensivement, il est très bon dans les mains, il est excellent sur les lignes de passe, la lecture dans le jeu est très bonne. Moi, j'aime beaucoup les possessions où il est dans le dos des joueurs avec la défense en face de lui et il est capable de lire le jeu qui va venir et de pouvoir se mettre sur les lignes de passe ou prendre la balle dans les mains des autres. Je vois un peu de Butler, tu sais, quand il est un peu comme ça derrière, qui lit bien le jeu, qui va pouvoir intercepter la balle et partir en contre-attaque. Ça, c'est un peu des choses que je retrouve en tout cas dans Cason Wallace. Mais c'est aussi le problème, c'est que il est tellement bon et tellement pertinent défensivement avec une agressivité qui est quand même excellente. Mais de l'autre côté, cette agressivité, je la vois pas du tout. Et au contraire, c'est ce qui me manque offensivement. Parce que, bah, voilà, il est encore jeune. Son shoot, il progresse tout doucement. J'ai plutôt tendance à croire que c'est quelque chose qui va se stabiliser et croître un petit peu au fur et à mesure du temps. Mais quel manque d'agressivité, quoi. Il fait des pertes de balles où tu te dis, mais pourquoi t'es pas plus agressif vers le cercle? Tu vas tout doucement. Du coup, la défense, elle s'adapte. Elle te prend la balle dans la main. Et du coup, il est même pas tant pertinent que ça en attaque. C'est ce qui fait qu'il pourrait jouer encore pour moi plus s'il était plus agressif en attaque, parce que pour moi c'est quelqu'un qui est encore brut mais qui va faire sa place au fur et à mesure du temps. Donc mais défensivement c'est fou, hein. Je te trouve un peu sévère pour l'attaque, je t'avoue. Pour moi, c'est une question de rôle aussi, le fait que il est très jeune, donc il avait 21 ans cette année. Donc, mais tu vois, pour moi déjà il y a le shoot, et le shoot, alors il est un peu moins entré cette saison, et comme c'est un QND qui fait que shooter pour l'instant, grosso modo, son tir c'est que le 3 points, j'exagère un peu. L'an dernier il était un peu en surchauffe, cette année un peu en sous-chauffe. L'an dernier il était à 42%, je pense que c'était pas son vrai niveau, parce que à peine 200 tirs, et là pareil sur un échantillon de à peine 200 tentatives, il est à 36. Je pense qu'on peut projeter long terme un mec qui est autour des 37-38, quoi. C'est-à-dire pas élite, mais quand même solide, voire très solide. Ouais. Et j'ai pas eu l'impression de totalement ressentir le côté il va pas être respecté à 3 points. Je pense qu'il y a des mecs beaucoup plus comme ça dans son équipe notamment. Et alors oui, parfois il pouvait être un peu abandonné à 3 points, mais il pouvait punir. Donc bref, je trouve que l'attaque, en fait, on a un rôle qui est sobre. Et plus que ça, ce que j'aime bien, c'est que par moment il y a un peu des flashs de ah oui, c'est vrai. C'est un mec qui a un 3&D pour l'instant parce qu'il a 21 ans et qu'il est dans une équipe historique. Mais tu vois, il y a toujours un peu des flashs parfois de une fois par match, 2 fois par match, 3 fois par match par moment, ou une fois tous les 2 matchs, ça dépend. Ah tiens, un peu de création, un peu de, notamment quand un peu l'équipe adverse essaie de mettre un roamer, un safety sur lui, un libéro en mode mettons le pivot défensif sur ce mec-là. En général, il est capable de punir assez, pas facilement, mais assez régulièrement. Tu vois, j'ai des flashs de matchs contre les Celtics notamment qui font souvent ça. Et en fait, non, à Horford, match aller, match retour, Mazzulla lui met du Horford dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On donne la balle à Wallace, et Wallace est capable de driver dans l'espace face à Horford et d'aller le punir. Alors qu'un vrai mec, un vrai non-shooter, il peut pas le faire forcément. Donc ça, j'aime bien un peu les flashs de création par moment. Je trouve qu'il apporte aussi, du coup, de ce point de vue-là, sur la transition. Mais on est d'accord, c'est un rôle sobre et on va dire 3&D plus, peut-être. On peut peut-être le dire comme ça. Et après, c'est vrai que la défense est géniale, quoi. Je le mettrai pas à niveau d'Eric White Caruso, mais on est peut-être le chapeau en dessous. Donc ce qui fait que t'as vraiment ce profil qui est très simple, hein, je pense qu'on va pas passer 20 minutes à le décrire, mais qui finalement il y a quand même pas mal de valeur, avec en plus l'aspect également pour la saison. Je suis pas sûr que ça aurait été le cas dans tous les univers parallèles, mais il se trouve que Hartenstein a été blessé. Donc, et ensuite Chet a été blessé, donc il fait plus de la moitié de la saison titulaire, quoi. Donc ça aussi minutage de titulaire, plus une place de titulaire. En playoff il l'est plus, mais parce qu'on revient sur les 2 bigs, mais tu vois, moi, c'est un peu un surplus qu'on n'attendait pas, mais bon, vu qu'on juge un peu le de facto, on est un peu obligé de le prendre en compte, quoi. Non, mais ça je suis d'accord avec toi, et au niveau du shoot complètement, pour moi c'est vraiment un truc qui va se stabiliser avec le temps. Voilà, il a quasiment 40% de catch and shoot, et sur ces 40% il a 37% de réussite à 3 points, donc c'est bien. Le problème c'est quand il est obligé de prendre des pull-ups et que du coup il a 27%, quoi. Je pense que c'est plus là, même s'il y en a pas beaucoup, malheureusement c'est ça qui tape un peu sa moyenne en général. Donc moi je le trouve plutôt bon là-dessus. Effectivement sur le dribble faut voir, parce que moi
J'ai quand même été un peu déçu par le fait qu'il perd quand même pas mal de ballons. Mais voilà, quelle est la proportion aussi du rôle qu'on lui a attribué. T'as l'air plutôt confiant sur l'avenir. Voilà, on verra. Moi, en tout cas, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance pour le futur. Je me dis pas qu'il est en sur-régime par rapport à ce qu'il peut mettre. Au contraire, je pense qu'il va pouvoir progresser et pouvoir se développer. Et que dans le futur, voilà, si tu me dis que l'année prochaine, ils font un choix entre Aaron Wiggins et Cason Wallace et qu'ils prennent Wallace, moi enfin oui, bien sûr, j'ai pas de problème là-dessus, quoi. Donc parce que Wiggins, pour le coup, il a 27 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc moi j'adore Wiggins, hein. En termes de création, c'est quand même très cool. En plus, c'est un top shooter. Après, tu vois, moi, j'aime bien le potentiel. Je pense qu'il y a un bon potentiel. On rappelle, un drafté top 10 et avec un passif de lycéen star. Donc la création ne sort pas de nulle part. C'est aussi ce qui est bien. Mais même sans compter sur le potentiel, je trouve que déjà en l'état, on avait un joueur qui était précieux, qui avait de la valeur. Donc j'aime bien. Après, on va pas les taper hyper haut non plus. Mais oui, comme tu dis, en plus avoir 25 minutes dans ce OKC, c'est pas comme avoir 27 minutes à Washington, pour le coup, par exemple. Mais je me suis amusé. Je sais que c'est ta spécialité d'habitude, mais je vais quand même te le faire. Minimum 1000 minutes, steal percentage au-dessus de 3. Ouais. Dans la ligue. Là j'ai 8 joueurs, mais bon, il y a Murray qui a 1000 minutes et voilà. Est-ce que tu peux... Il est dans la liste. Et à côté de qui? Ah, tu me fais un quiz, tu me fais un... Ouais. Ouais, je sais pas, il doit y avoir du Caruso peut-être, il doit y avoir Caruso, du Hartenstein, Derrick White, des mecs comme ça, non? J'ai probablement pris peut-être que les guards. Il y a Dyson Daniels. Ah oui, évidemment. Bah non, j'ai Osar Thompson, donc non. Chris Dunn, Tari Eason, Cason Wallace et Keon Willis. Ouais, donc c'est l'élite du playmaking défensif. Tu vois, bah voilà, mais 3% de steal percentage, minimum 1000 minutes, bah il est avec l'élite, quoi, justement. C'est ça il est déjà à ce niveau-là, à 21 ans. Oui, et puis voilà, ça fait partie de cette équipe absolument terrifiante en termes de création de turnover, quoi. Donc c'est pas un mec qui va switcher sur absolument tout le monde, il reste un peu petit, donc c'est plutôt les postes le premier rideau, mais ouais, j'aime beaucoup la défense aussi également, donc là-dessus on est d'accord. Et donc classement, où est-ce qu'on l'imagine, vu qu'on a un peu du Lou Dort et McDaniel, ce serait peut-être eux le point haut à pas dépasser, non? Ouais, bah alors tu vois, quand on a parlé au tout début de notre classement, moi j'ai mis Cason Wallace au-dessus de Wiggins. En dessous, pardon. Là, maintenant, je suis en train de me re-questionner. C'est vrai. Parce qu'effectivement, il a quand même ce côté défenseur élite. Et attaque pas non plus ultra négatif. Donc, je sais pas. Par rapport à Caruso, tu vois. Parce que pour le coup, coéquipier, je pense que Caruso est un meilleur joueur, mais il joue quand même moins. On peut le mettre pas loin de Caruso, ouais. Entre Caruso et Harrison Barnes, tu vois. Parce que Barnes, il joue plus, il est le 3 points et en méga réussite. Et au-dessus de Caruso, parce que Caruso joue un peu moins, sachant que par minute passée sur le terrain, on préfère Caruso. On est d'accord? Avec Dante DiVincenzo, du coup? Ouais, un peu par là, ouais, ça tirait. Ça me va. Mais du coup, il passe devant Wiggins, mais moi, ça me dérange pas, hein, parce que... Ouais. Faisons comme ça, et donc, petit quiz, nous sommes le 23 décembre 2024. C'est un contre ultra spectaculaire contre les Washington Wizards. Mais qui est sur le terrain sur ce contre en transition contre les Wizards? Du côté d'OKC, alors je vais tenter. Du coup, il y a Cason Wallace, SGA. Oui. Est-ce que. Alors, je sais plus quand est-ce qu'il a été blessé, mais j'ai tenté Holmgren. Non, il est pas là. Il est pas là. Hartenstein? Non plus. Aïe. Est-ce que c'est Dieng? Non, c'est le mari de Barbie et qui a gagné au loto. Le mari Kenrich Williams, du coup? Kenrich Williams, ça fait Kenrich Williams. Jalen Williams. Je vais tous les faire, plus. C'est parti. Est-ce qu'il y a... Comment il s'appelle le troisième? Jalen Williams? Non, il y a un somnambule sur le terrain. Un somnambule... le Jens Dort. Alors en général, ça me perturbe tes deux indices, mais... Le Dort. Attends, il me manque qui? Il me manque un ou deux? Il te manque un seul. Est-ce qu'il y a Caruso? Non, il n'y a pas Caruso. Wiggins? Non. Isaiah Joe? Le compatriote de Tintin. Le compatriote de Tintin? Alors, qui c'est que je rate, là? C'est un Belge, donc. Bah ouais, mais qui c'est qui est belge dans cette équipe-là? Tu ne sais pas qui est belge dans cet effectif. Ah non, alors là, tu me poses un... Il a un homonyme en NBA. Qui était un arrière-scoreur très fort, qui a joué au Jazz et qui joue aux Cavs. Mitchell? Exactement. AJ Mitchell. Tu savais pas qu'il était belge? Mitchell. Ah non, pas du tout. Alors là, pas du tout, tu vois. Je découvre. Okay. Alors, côté Wizards, alors? Ouf. Alors, est-ce qu'il y a Sarr?
Non, pas sur le terrain. Non, pas sur le terrain. Est-ce qu'il y a Poole? Poole est là, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a Washington? Est-ce qu'il y a Middleton? Non, on est le 23 décembre, donc on est avant les trades. Ah oui, oui. Est-ce qu'il y a Kispert? Non plus. Non plus, punaise. Est-ce qu'il y a qui c'est qu'il y a encore du côté là-bas? Carrington. Non, pas Carrington, non. Qui est-ce qui s'est fait échanger en cours de saison? Il a signé un gros chèque pour se faire échanger et il s'est fait échanger. Ah, Valanciunas? Exactement, Valanciunas, c'est sur le terrain, ouais, Ok. tout à fait. D'accord. On a quelqu'un qui aime bien les coupes et les bulles. Champagny, ouais. Ouais, j'allais dire. Champagny, ouais. Champagny. J'ai dit Bilal ou pas? Non, tu l'as pas dit, mais il est pas là. Ah mince. C'est un autre défenseur. Autre défenseur d'aile. Un autre défenseur d'aile. Très jeune. J'ai dit très jeune. Kispert, j'ai dit Carrington, j'ai dit Kayonte George, George Kishon, je crois que c'est. Exactement, Kishon George. Vraiment, Ouais. quand tu t'appelles KG, en général, t'es bon défenseur. Hein. Ouais, c'est Donc, clair. j'ai l'impression que c'est- le KG de Washington. Et le dernier, ouais, un ancien 6e homme de l'année, un ancien titulaire, un très bon titulaire. Ancien rookie de l'année même, d'ailleurs. Ah ouais? Il a été Qui rookie c'est de que je l'année, rate, alors 6e homme de l'année, président du syndicat des joueurs de l'année. Ah, McCollum? Non. Ah non, McCollum, il est au Pelicans en 2025. Bah oui. C'est maintenant. Alors pourquoi? Parce que je l'ai en tête maintenant qu'il est là-bas, mais. Et il a signé au Knicks cet été. Waouh, j'ai l'impression que c'est hyper facile et que je l'ai pas là. Si je te dis le trade de Jrue Holiday, rookie de l'année 2017. Rookie de l'année 2017. Ouais, mais là, ça m'aide pas les drafts. C'est Non, le bah, duel écoute, avec Joel Embiid. Ça... Bah non, il y avait qui à l'époque? Saric? Non, bah non. C'était soit Joel Mais- Embiid qui avait joué 30 matchs, Ouais. soit sinon Non, mais là, la honte, un je autre l'ai qui pas. était beaucoup moins fort sur 70 matchs. Aux Bucks, Brogdon. Milwaukee Bucks. Exactement, Malcolm Brogdon, tout à fait. Oh là là. T'avais oublié, hein, Malcolm Brogdon au Mais Wizards. complètement. Complètement. Ah, vraiment. C'est vrai qu'il a signé au New York Knicks, maintenant que tu le dis. Et donc, avançons au 4e joueur du jour. Tiens, allons sur Jaylen Brown, si tu veux bien. 34 minutes par match pour Jaylen Brown, 63 matchs, 22 points par match et 4 assists et demi en moyenne. On est aussi sur du 29% d'usage, donc un gros volume de responsabilité. Malheureusement, moins 4% relatif à la moyenne, donc une année où il était assez peu efficace pour le coup. Et pour te lancer, on est sur une année où finalement c'est un peu de Jaylen Brown de d'habitude, dans les Celtics de d'habitude également. Bah, c'est ça en fait, c'est genre exactement la même chose, sauf que j'ai été plus déçu par lui parce qu'il a été moins efficace. Bon, en fait, c'est un peu ça. Est-ce qu'il a changé quelque chose? En fait, je serais intéressé de savoir qu'est-ce que Jaylen Brown se dit les étés dans le sujet sur cet été, je vais travailler là-dessus. Je me dis, je sais pas, est-ce qu'il travaille un peu sur tout et du coup, on voit pas vraiment de gros changements dans son jeu ou voilà, j'ai un peu du mal à comprendre parce que, en fait, cette année, alors voilà, t'en parlais dans le podcast avec Porzingis notamment, à quel point le fait que Porzingis ne soit plus là, ça pénalise un peu les gars comme Tatum et Brown, mais bon, Tatum il fait une très bonne saison, donc je me questionne, mais Brown, moi j'ai vraiment été déçu, il est bien en dessous de la moyenne en termes d'efficacité, à 3 points c'est quand même pas bon du tout, ce qu'il a pu montrer. Alors c'est pas des shoots forcément faciles, ça je le conçois, mais quand t'es dans un effectif qui a cette qualité de shoot à 3 points et cette qualité de spacing, je pense que tu te dois d'être quand même plus pertinent que ça. Parce que là, vraiment, il a été très moyen dans tout le scoring, à part le mi-distance, où là, effectivement, il est peut-être là où il a été le meilleur dans sa carrière. Mais à 3 points, c'est quand même... Enfin, je veux dire, il est à 32%, quoi. C'est très faible par rapport à ce que tu peux attendre d'un joueur de ce calibre-là. Et puis, globalement, voilà, en termes d'isolation, il est moyen. Il a 0,92 de points par possession. Alors, ça reste un bon défenseur, etc. Donc, ce sera toujours un joueur qui est utile à l'effectif. Mais quand tu le considères par rapport à son niveau et par rapport à ce que tu peux attendre de lui, de sa responsabilité, de son profil, etc. Le fait que ce soit un All-Star, le fait que ce fut un final MVP, même si voilà, on peut débattre du fait que c'était le meilleur joueur ou pas. Bah ouais, moi je suis quand même sur une saison décevante de sa part, quoi. Je m'attendais à mieux en termes d'efficacité et ça aurait peut-être pu aider Boston un peu plus, quoi. Mais le truc, c'est que effectivement le 3 points c'est un peu calmé, mais ça fait un moment en fait. Hein.
Finalement, il fait partie du gang qui a bien shooté en 2021. La fameuse saison où personne n'était dans la salle. Donc là, il nous avait sorti une saison à 40%. Mais en fait, depuis, c'est 36, 33, 35 et cette année 32. Mais c'est rigolo parce que je commence un peu par le spacing, en effet. Après, il y a d'autres trucs à noter, mais tu vois, cette année, il y a pas mal de monde à un peu testé avec cette stratégie du libéro défensif qui se démocratise, où maintenant, quasiment à chaque match, le pivot défensif est sur un non-shooter ou un mauvais shooter pour aider au panier librement. Mais pas mal d'équipes ont mis du libéro sur Jrue Holiday. Je pense à Memphis notamment, qui avait un peu testé de mettre Jaren Jackson sur Jrue Holiday. Et en vrai, Jrue les avait pas mis, les 3 points. Mais bon, tu donnais quand même des 3 points dans le corner à Jrue, qui est un mec qui a 40% à 3 en carrière, enfin pas en carrière depuis 3-4 ans. Ça me paraissait un peu dangereux. Et effectivement, sur le reste de la saison, parfois, ça a été un peu plus testé de, tiens, et si le pivot, on le mettait non pas sur Jrue, mais plutôt sur Jaylen Brown. Et notamment, les Lakers, ça avait fait ça, avec Anthony Davis. Et en fait, oui, ça me paraît un peu le choix évident, parce qu'en fait, c'est peut-être le moins bon shooter à 3 points de tout ce groupe, en fait, paradoxalement. Mais en même temps, sa valeur, elle est pas trop là. C'est un peu dommage qu'il ait pas ça, mais sa valeur, elle est pas trop là non plus. Je pense que sa valeur principale, pour moi, c'est un mec qui... Comment dire, c'est pas un créateur énorme qui drive l'agressivité au cercle. Ouais, et encore même, enfin si, ça d'accord, mais je veux dire, c'est surtout le mec qui va pas te créer du jeu, mais juste créer ses points pour lui, notamment. Alors il y a quand même parfois des bonnes passes, mais c'est un peu une déception de cette saison, c'est qu'on n'a pas pu redévelopper comme en 2024 le jeu à deux avec Porzingis, parce que Porzingis était absent, donc ça c'est un peu dommage, et qu'on a retrouvé un peu plus que d'habitude, que l'an passé en tout cas, un jeu un peu plus statique. Et Brown, en fait, il faut le juger. Si tu le juges par rapport à des standards de Tatum, de première option d'équipe, etc., tu vas forcément être déçu. Moi, j'aime bien le côté où, en fait, si tu le considères comme plutôt un finisseur, plutôt presque finisseur ultime, on va dire, à gros volume, mais que de la finition pour soi, là-dessus, il est assez cool pour le coup, en termes de punir un mismatch, en termes de se projeter très vite en transition et s'installer au poste bas contre un mismatch, contre le plus petit qui a dû un peu faire le repli comme on pouvait, et ce genre de choses. Et au final, il manque un peu le spacing, il manque un peu le 3 points catch and shoot à plus haut niveau, un peu dommage. Mais j'avoue que dans ce rôle-là de presque, Tatum ou d'autres personnes peuvent un peu créer le jeu, entre guillemets, lui est un peu le mec qui va finir les actions et finir un peu en post-up, isolation. C'est pas parfait, l'efficacité est pas géniale. Mais dans ce rôle-là, c'est le juger un peu comme ça, c'est mieux. Cela dit, pour revenir un peu sur ce que tu disais, peut-être qu'il est aussi jugé très sévèrement parce qu'il y a aussi un salaire qui n'est pas en adéquation avec ce que je viens de décrire, quoi. Il est payé avec un supermax, je crois. Donc forcément que les gens ont des attentes un peu de supermax et donc de créateur chapeau 1 NBA ou pas loin. Alors qu'en fait, peut-être que sans doute, moi je trouve que dans un rôle un peu plus mineur, si tu le juges par rapport à ces standards-là, c'est quand même beaucoup plus intéressant et tu vois un peu moins les faiblesses. Mais est-ce que c'est le bon prisme à prendre vu le salaire? Je ne sais pas. En fait, le truc c'est que en restant dans ces conditions-là, il sera toujours comparé avec Tatum. Malheureusement pour lui, parce que en fait c'est pas le même joueur que Tatum, c'est pas du tout, il devrait pas l'être, mais vu qu'il a un contrat supermax, vu que c'est finale MVP, etc., je l'ai déjà dit, même si je trouve ça un peu, faut pas qu'on le compare comme ça, mais il sera toujours comparé à Tatum, sauf que c'est pas un joueur qui a déjà exactement le même jeu que lui et surtout le même niveau que Tatum, tout simplement. Donc c'est un peu dommage de le considérer comme tel. Malgré tout, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un peu un joueur, je peux pas dire indépendant du collectif, mais ce que t'attends de lui, c'est effectivement de créer ses points, etc. Mais du coup, c'est d'autant plus dommage qu'il soit pas si efficace que ça. C'est ça. Même si les tirs qu'il prend peuvent être plus compliqués. Parce que tu vois, finalement, en fait, ces tirs à 3 points, on parle de tirs à 3 points depuis tout à l'heure, mais en fonction des joueurs et en fonction de où ils prennent les tirs, là, lui, il prend quand même majorité de ses tirs qui sont pas en corner, qui sont en tête de raquette. Donc forcément, les tirs sont plus compliqués, d'autant plus quand c'est du pull-up. Après, tu vois, isolation, il est à 0,92 points par possession. Ouais. C'est 57e centile, donc c'est un peu au-dessus de la moyenne. Et j'avais pas noté les post-up aussi, je vais aller voir, mais je crois qu'en post-up, c'est aussi intéressant parce que c'est souvent des post-up très tôt dans la possession ou face à des mismatchs. Donc ce que je veux dire, c'est que je pense que l'efficacité globale est un peu en dessous de la moyenne parce qu'il y a justement tout ce côté catch and shoot, notamment, qui fait un peu baisser au global. Mais sur la création pure, je trouve que c'est pas face à n'importe qui, on est d'accord, mais ça peut être relativement intéressant. C'est pas génial, on est d'accord, hein, c'est pas 90e centile, mais c'est pas non plus mauvais, j'ai l'impression. En fait, ma question aussi avec lui, et je pose la question sans avoir la réponse, hein, mais c'est comment il s'en sortirait si l'environnement autour de lui n'était pas, je sais pas si je peux dire aussi bon, mais parce que quand même t'as des joueurs ultra compétents autour, et ça va être plutôt intriguant cette année, quoi. Ça, je vais quand même
Même si Boston n'est peut-être pas aussi mauvais que ce qu'on peut imaginer sans Tatum qui sera absent, parce qu'il y a quand même des bons joueurs à côté, quoi. Mais on sent le fan de Miami qui craint toujours Boston. toujours. Je me méfierais toujours de cette franchise. Mais non, mais effectivement, la question ce serait si t'avais pas des élites défenseurs, shooters, voilà, comme des White et des trucs comme ça à côté, comment ils s'en sortiraient? Ce serait une vraie question. Malheureusement, j'ai pas la réponse. Hein. Mais est-ce que du coup, il aurait encore plus de responsabilités? Parce que malgré tout, il a un usage de quasiment 30%. Hein. C'est parmi les joueurs élites en termes de volume. Mais ouais, je me questionnerais là-dessus en tout cas. Donc tu vois, j'ai dit 57e centile au niveau de l'isolation, donc mieux que 57% des joueurs NBA, donc un peu au-dessus de la moyenne. Post-up, on est 66e centile, allez 67 centiles, donc pareil, on n'est pas génial, mais on est un peu au-dessus de la moyenne, alors que de l'autre côté, non pas que sur les 3 points en général, mais sur les catch and shoot en l'occurrence, il est à 35% sur les catch and shoot, ce qui là pour le coup est en dessous de la moyenne. Donc je pense que tu vois, il y a un peu cet aspect-là où c'est ça qui le tire un peu vers le bas. Mais j'avoue que j'aime bien la transition, j'aime bien la création un peu, je vais pas dire occasionnelle, mais la création un peu secondaire. Et ce qui manque, c'est le passing, même si j'aime bien. Tu vois, il y a toujours un peu des flashs par-ci par-là, et tu dis ah ouais, franchement, belle lecture, super passe même par moment. Mais c'est pas non plus à haut niveau. Donc là où un Tatum cette saison a pu un peu développer le pick and roll et être un peu un dépositaire du jeu sur certains matchs, notamment des gros matchs contre les Cavs, contre OKC, etc. Brand, c'est plutôt un peu l'attaque de son côté, donc je rejoins un peu ton point sur quid de ce joueur-là dans moins de spacing, par exemple, ne serait-ce que ça. Parce que là, pourquoi est-ce qu'il est aussi bon sur de punir des mismatchs au poste bas ou en isolation? Parce que forcément, il y a de l'espace autour, quoi. Alors que si tu lui mets un obstacle à droite, un obstacle à gauche ou un obstacle au panier, peut-être que ça va être plus compliqué. S'il se fait blitzer la tronche avec des prises à deux, peut-être qu'il pourra pas ressortir aussi facilement, etc. Donc ça fait partie du package un peu compliqué. Et paradoxalement, je ne sais pas, mais il a jamais été aussi peu assisté que cette saison. 46% de paniers assistés. Bon, c'est pas non plus des tonnes comparé à l'an passé, mais tu vois, ça continue de baisser petit à petit. Alors que tu reprends, quand ils vont en finale en 2022, il était à 55% de paniers assistés. Tu prends la bulle, il est à 60%. Tu prends en tout début de carrière, il était autour des 70%. Donc en fait, plus ça avance, plus on a cette espèce de spécialisation dans le créateur, quoi. Le créateur pour lui-même, d'accord. Et puis après, la défense, je dois dire que c'est un peu irrégulier. Tu vois, il y a un peu le souvenir des finales 2024 qui marque tout le monde, hein, ce côté premier rideau sur Doncic. J'avoue qu'il y a des matchs, c'est quand même bien, et d'autres matchs, c'est quand même un peu moins bien, et notamment toujours un peu le problème de la défense off-ball, où pour le coup, il fait pas les rotations parfois, il peut les manquer, donc ça manque un peu cet aspect-là. Et est-ce que tu penses qu'il n'en est pas capable, ou juste il a pas envie de le faire? Parce que moi, j'ai plus l'impression qu'il a pas envie de le faire. Je suis pas sûr qu'il ait le côté cérébral pour être un génial protecteur de panier, quoi, tu vois. Je pense qu'il y a peut-être une question d'effort, mais il a jamais été génial là-dessus, quoi, tu vois. Et tu vois, je m'étais aussi noté pick and roll ball handler, quand même 17% de fréquence, il est pareil, il est middle, quoi, il est 52e centile, quoi. Oui, c'est ça, donc, c'est moyen. Ouais, c'est moyen, ouais. C'est ça. Et malheureusement, je pense que tu peux attendre un peu plus de lui, quoi. C'est moyen, mais comme tu dis, est-ce que c'est bien d'être moyen pour un mec qui a autant de ballons et qui a autant de salaire, peut-être? Mais tu sais, c'est un peu Tobias Harris, quoi, qui a longtemps été une valeur négative en termes de rentabilité, parce que il avait un salaire qu'il aurait jamais dû avoir, quoi, Tobias Harris. Donc c'est un peu le problème voire même le syndrome Bradley Beal, en fait. Bradley Beal du côté des Suns, oui, en partie, exactement. Ouais, mais en fait, quand tu le considères comme un joueur, voilà, si tu mets son salaire, malheureusement, tu peux pas avoir une billet, hein, ça rentre en considération. Mais ça reste un bon joueur de basket, Bradley Beal. Mais tu vois, tu parlais un peu de playmaking défensif avec Kesnolas. Là, on n'y est pas trop, quoi. On n'est pas trop sur notamment, tu vois, là où il pourrait être bon avec sa longueur de bras, sa taille, ça serait peut-être éventuellement la protection de panier, mais en fait, on n'y est pas du tout. Donc, c'est aussi là-dessus où moi, la valeur, elle est on-ball, surtout, même si ça peut être irrégulier. Par contre, off-ball, c'est un peu la déception de ce point de vue-là, qu'on n'a pas trop de plus-value sur la défense off-ball. Mais alors, en ayant dit tout ça, où est-ce qu'on le met, le Jaylen Brown, dans le classement? Je sais pas, j'ai l'impression d'être très dur avec lui, mais je sais pas, moi j'étais en fait, tu vois, par rapport à des Desmond Bane, des trucs comme ça, quoi. Ah oui, donc t'es beaucoup plus haut que moi, du coup. Plus haut? ou alors c'est que tu vois Desmond Bane peut-être plus bas que ce qu'il n'est. Moi, je vais t'expliquer honnêtement. Tu sais, comme quand tu m'avais demandé de préparer, de base, on était parti sur Tyler Hero. Moi, ma question, elle était en comparaison entre les deux. Initialement, je m'étais dit, est-ce que Jaylen Brown il fait une meilleure saison que Tyler Hero? Alors, j'aurais quand même tendance, après, là, il y a beaucoup de subjectivité de ma part. Pour le coup, je suis dans les deux côtés. J'ai quand même tendance à penser que
peut-être Jalen Brown a plus de valeur, mais la meilleure saison, est-ce que c'est pas Tyler Hero qui l'a fait? Tu vois, donc, en fait, je me questionnais par rapport à ça. C'est pour ça que j'étais dans cette zone 20, dans la vingtaine, quoi. Oui, mais attends, Desmond Bain, il est 10 places plus haut. C'est pour ça que ou alors j'étais fini un mauvais classement, mais. Ouais, mais genre, c'était mon plafond haut. Tu vois, genre 20, c'était. Pour moi, c'était ma partie. J'ai du mal à le voir au-dessus de ça, quoi. Moi, je t'avoue que j'étais plutôt zone Hero et Jamal Murray, justement. C'est un peu là. Je le retrouve plutôt là-dedans. Et le duel est intéressant avec Hero parce que je pense qu'en effet. Si on prend que 2025, Hero a un gros volume, Hero a beaucoup plus de création collective, Hero a de l'efficacité. Donc c'est vrai que je pense que je mettrais quand même un peu Hero devant. Jamal Murray peut-être aussi, mais pour moi c'est un peu le même chapeau, je t'avoue. Jamal Murray ou Brown, un peu entre Murray, DeRozan et Hero, quoi. Allez un peu taper ici. Je mettrais quand même plutôt devant DeRozan quand même, Jalen Brown. Oui, je suis d'accord. Donc, ok, voilà. mais faisons comme ça alors. Faisons comme ça pour Jalen Brown. Et donc, petit quiz pour terminer. 27 décembre 2024. Et c'est un poster dunk contre les Indiana Pacers, futurs finalistes. Mais qui est sur le terrain au moment de ce poster dunk? Est-ce qu'il y a Haliburton? Oui. Est-ce qu'il y a Nembhard? Nembhard n'est pas sur le terrain, non. N'est pas sur le terrain. Est-ce que Mathurin est là? Non plus. Non plus. Est-ce qu'il y a Nesmith? Nesmith, c'est pas sur le terrain. Non, on a quelqu'un qui il est connu pour son bâton. Tu sais, quand tu fais des pique-niques, tu manges des bâtons de... Réglisse, non? Non. Le saucisson, comment il s'appelle? C'est des bâtons de... Ah, bâton de berger. Et donc? Ça me perturbe tes indices là à chaque fois. Tu connais pas un berger aux Pacers? Un berger aux Pacers? Shepard? Exactement. Ben Shepard est sur le terrain. Tu vois, c'était pas si dur. Ouais, non, mais ça me perd. Attends, je me relance dans l'effectif. Est-ce qu'il y a Siakam? Non plus. Est-ce qu'il y a Turner? Oui, Miles Turner est là. Est-ce qu'il y a Topin? Non, il n'y a pas Topin. Il y a un jeune qui malheureusement n'a pas fait les finales NBA parce qu'il était blessé en finale. Qui c'est qui était blessé? Je crois que c'est le mec qui a été échangé contre Bilal Koulibaly. Le choix d'un draft. Oula. Ah ouais, alors là. Un jeune intérieur athlétique. Un jeune intérieur athlétique. Il te manque aussi un ailier. Est-ce qu'il y a Jackson? Un jeune ailier qui vient d'être drafté en 2024, je crois, il me semble. 2024. Shepard, j'ai déjà dit. Est-ce que tu connais l'idole de la France au niveau du rock'n'roll? Ouais, c'est Johnny, mais t'as déjà fait la blague avec les autres. Mais alors, qui est le Johnny des Pacers? Johnny. Qui c'est que je rate? Oh, c'était Johnny Furphy, ça te dit rien? Johnny Furphy? Non, ça me parle pas. Il a fait 11 matchs de playoff, mais c'est que du garbage time. Et le poste 4, du coup, c'était Jarras Walker. Ah ouais. Côté Boston, alors? Alors je tente Derrick White. Oui. Ouais, est-ce qu'il y a Drew Holiday? Non. Non, est-ce qu'il y a Tatum? Non. Est-ce qu'il y a Luke Cornett? Non, si je te dis Deco, Luis Figo. Portugais, donc c'est Keita. Exactement, Nemas Keita. Ouais. Est-ce qu'il y a Horford ou Porzingis? Non. Est-ce qu'il y a Sam Hauser? Sam Hauser est là, ouais, tout à fait. Ouais, et il m'en manque un. Et celui qui va être à 35% d'usage l'an prochain. Qui va être 35%. Ouais, mais Simon il était pas là, donc c'est pas lui. Il peut se cacher derrière le ballon, tellement il est petit. Ah, Peyton Pritchard. Oh. Peyton Pritchard, évidemment. Peyton Pritchard. Direct. Et donc 5e et dernier joueur du jour, passons sur Kyrie Irving, si tu veux bien, 36 minutes de jeu par match, mais que 50 matchs malheureusement à cause de la blessure, 25 points et 5 passes de moyenne quasiment sur la saison, 27% d'usage et 103 de true shooting plus, donc plus 3% relatif à la moyenne. Bon, difficile un peu de juger la saison de Kyrie, un peu comme celle des Mavs. Ouais, bah parce que t'as deux saisons dans la saison en fait, hein, c'est ça. Hein. Mais en fait, pour moi, la première question que j'ai avec ça, c'est à quel point on considère que 55 matchs, c'est trop peu, ou etc. Si on met ça un peu de côté, parce que du coup, ça jouera sur le classement, je suis quand même ultra content de la saison de Kyrie Irving, dans le sens où, en fait, c'est vraiment la saison que t'attends de Kyrie Irving, dans l'idée où, voilà, si tu sais que par le passé, il a eu des problèmes extrasportifs, etc., etc., mais quand il est
le joueur qu'il a pu être cette saison, bah moi c'est exactement ce que j'attends de lui. Il y a quand même très peu de choses qui m'ont dérangé cette année, parce que pour le coup c'est un des profils offensifs que j'apprécie le plus dans la ligue, de par son côté polyvalence, dans le fait que il est capable de prendre la balle et de gérer lui-même l'équipe, il est capable de créer pour les autres, il est capable de prendre n'importe quel type de scoring, que ce soit sur du 3 points, sur du drive, sur des tirs compliqués après dribble ou sur du catch and shoot, il est capable, et donc ainsi il est capable aussi de jouer à côté d'un gros créateur. Et limite c'est là que je le préfère, à côté d'un Luka ou à l'époque à côté d'un LeBron, mais il est capable de tout faire. Et cette année, il a été capable de tout faire, de tout bien faire, et en plus il a été très efficace. Parce que je crois qu'il est quasiment en 50, 40, 90, quoi. Il est quasiment dans le club des élites là-dessus. Donc moi, vraiment, c'est une saison ultra impressionnante, enfin pas ultra impressionnante, mais genre ultra positive en tout cas, de la part de Kyrie Irving. Bah, c'est vrai que, bon, niveau efficacité, on est à +3 relatif à la moyenne. Donc c'est pas mal. Ça va pas taper des +8, +9, +10, mais c'est à peu près sa zone. Un peu moins que d'habitude, cela dit. D'habitude, on l'attend un peu plus haut, mais je pense que c'est négligeable comme différence relative à d'habitude. Le truc, c'est que, comme tu l'as dit, hein, l'avantage de son profil, c'est un peu le on-off ball, parce que le shoot est d'élite, et j'insiste à chaque fois, mais c'est un mec, on a un peu l'image du drive, alors qu'en fait, il est à 40% en carrière, quoi. C'est un des meilleurs shooters de NBA, et 40%, avec une bonne dose de pull-up à 3 points aussi, et donc c'est un peu un tir plus compliqué qui est censé un peu faire descendre les pourcentages, mais c'est aussi un outil tactique génial que Doncic a, mais sur des configurations un peu différentes. Doncic c'est un peu isolation, et je reviens sur le step back à 3 points un peu en arrière, alors que Kyrie c'est face à un drop, il peut déclencher le tir après un forward momentum, quoi. Après une course en avant, il peut s'arrêter et directement déclencher, donc face à des drops c'est toujours utile d'avoir ce pull-up à 3 points. Et puis voilà, le toucher de balle fabuleux, etc., etc. Je pense que l'intérêt aussi du on et off ball, c'est que il y a aussi des matchs où, par exemple, quand Doncic n'est pas là, et ben, il peut un peu reprendre entre guillemets le costume de plus de responsabilité et plus de créateur. Il y a un match marquant cette année, c'est la victoire contre OKC, alors que Doncic n'est pas là, justement. Ce qui est un peu un thème, hein, les fans de Dallas diraient ça, qu'à chaque fois Dallas gagne quand Doncic n'est pas là contre OKC, mais non, mais voilà, c'est une saison un peu traditionnelle, si ce n'est qu'à la fin il y a la blessure, et ça, tu vois, pour le coup, je me pose un peu la question, parce que on n'avait pas non plus Kyrie était un bon driver, un excellent driver, mais je pense qu'il y a peut-être un peu un décalage entre à quel point ses finitions parfois sont fantastiques et non pas le niveau réel, mais tu vois, c'est pas un top 5 driver de NBA, quoi, en termes de à quel point il est productif, parce que un peu le syndrome de j'ai le toucher de balle, donc je peux finir tous les tirs possibles, donc je vais pas provoquer des lancers francs. C'est peut-être un peu le dernier truc qu'il a jamais eu, ce côté beaucoup de lancers francs, donc un peu booster la rentabilité de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que la blessure, on peut pas s'empêcher de se dire cet âge-là, est-ce qu'il peut revenir en termes de explosivité, premier pas, etc., d'une blessure aussi grave, en fait. Ouais, rupture de ligament, il me semble, genou gauche, je crois. Mais c'est vrai que du coup, c'est quel sera le futur? Mais moi, entre guillemets, je dis pas que c'est quelque chose que je mets de côté, mais si je juge cette année-là, jusqu'à sa blessure, c'était vraiment super. Et tu vois, moi, vraiment, le côté polyvalence, en fait, c'est ça que j'apprécie tellement chez lui, c'est il peut être un peu plug and play, tu vois, comme on en parle un peu avec KD, etc. Parce que, voilà, si tu regardes cette année, sur les 3 points, il a 20% de fréquence en pull-up, il a 35% de réussite, il a 15% de fréquence en catch and shoot. Et là, il a 44% de réussite. Donc, tu vois, son côté capable de faire presque tout offensivement a des très bonnes réussites. Ah voilà, en ISO, on sait très bien quel joueur d'isolation c'est. Il a une fréquence énorme de 22, il est 85e centile, quoi, parmi toujours les meilleurs joueurs dans ce domaine-là. Pareil sur pick and roll, il est parmi les meilleurs. Et même, je me suis amusé, pareil, bon, je vais pas te le faire en cuisse du coup, mais les joueurs à plus de 27% d'usage et moins de 9% de turnover pourcentage, ou moins de 10%, pardon. SGA, Brunson, Kyrie, toujours les mêmes. Hein. SGA, Kyrie est deuxième. T'as Jaren Jackson Jr., Kawhi Leonard, Anthony Davis, Donovan Mitchell. Puis après, t'as le Maxi, Wagner. Mais je veux dire, dans ce volume-là, en fait, il est dans l'élite. Donc, monstrueux, quoi. Offensivement, monstrueux. C'est un peu le fait aussi qu'il va pas tenter des passes, beaucoup de passes ou des passes très risquées, mais je pense que ça rentre également dans le cadre de la propreté ultime. Hein. Un peu le trio là-dedans, c'est SGA, Brunson et Kyrie. Alors peut-être qu'au niveau cette année, Brunson ne passe pas ton cut, mais c'est un peu les trois qui font un peu moins de passes spectaculaires, mais par contre, t'as un aspect de efficace au niveau du tir et efficace aussi de pas trop de déchets, quoi. Donc ça, c'est quand même hyper appréciable. Et ouais, franchement, c'est une
très bonne saison, je trouve, pour les standards de Kyrie. Et j'allais dire, c'est aussi encore un que vous avez loupé à Miami, ou alors à l'époque, il était un peu. On voulait pas trop s'en approcher. Non, Kyrie, au moment du trade. Ouais, bon, il y a eu un peu moins de rumeurs quand même, mais effectivement, je pense que c'était à l'époque des Nets où il y avait plus de problèmes, etc. Mais pour le coup, ça, c'est aussi quelque chose de positif, c'est que cette année, que ce soit quand Luka était pas là ou quand Luka a été trade, je l'ai trouvé vraiment vrai leader, vrai meneur de collectif, etc. Chose qu'on n'a pas forcément toujours vu par le passé. Et pour moi, ça rentre aussi en compte dans son côté très bonne saison, quoi. Parce que quand ton leader offensif, il est dans cette optique-là, dans cette efficacité-là, bah voilà, tu le suis, hein, tu vas à la guerre avec lui, sans forcément, voilà, utiliser de termes de guerre, c'est pas forcément l'idée, quoi. Mais tu vas, voilà, tu vas au charbon avec lui, y a pas de problème, tu le suis et tu vas au mastic. Effectivement, tu vas au mastic, voilà, merci. Team bricoleur. Comme Moscato pourrait le dire, mais voilà. Non, mais alors juste pour dire, au niveau des drives, tu vois, il est 20e sur les gros drivers, 20e sur 50. Donc c'est bien, hein, c'est bien, mais on n'est pas. Il manque un peu cet aspect aller chercher, tu vois, parce que sur la finition pure, il est pas mal. Sur les lay-up, l'efficacité des lay-up, par contre, c'est vrai qu'il manque un peu, comme SGA, 15 lancers francs par match en plus, quoi, sur des drives notamment. Mais c'est bien, et la différence, c'est que il est un peu moins efficace que d'habitude, légèrement. C'est pas le 3 points qui est différent, c'est pas le panier, c'est juste, entre guillemets, juste que cette année, les longs tirs de points, il les a mis autour des 40% plutôt qu'autour des 50%. Voilà. Son vrai niveau, c'est à 50%, c'est-à-dire élite de chez élite, de chez élite, de chez élite. 40, c'est bien, c'est largement bien, mais on n'est pas au niveau d'habitude. Mais encore une fois, 50 matchs, 118 tirs tentés dans cette zone, tu vois, donc c'est un échantillon un peu ridicule. Donc ça, comment expliquer un peu la légère différence d'efficacité, mais c'est pas du tout gravé dans le marbre, évidemment. Mais alors avec tout ça, on n'a pas parlé de la défense qui peut être cool, mais qui n'est pas non plus élite, mais on la connaît. Classement alors? Je sais pas, mais moi je m'étais mis comme plus bas, mais vraiment le plus bas pour moi, j'ai du mal à le mettre derrière James Harden, tu vois. Moi je le vise même dans le côté par rapport à Kevin Durant. En fait, je vois pas pourquoi je le mettrais devant des Brunson, etc. Donc j'étais un peu dans l'idée de Booker, Cade dans cette zone-là, quoi. Alors moi, c'était plutôt mon point haut à pas dépasser tout ce qui est Durant, Jaren Jackson, etc. Je pense, enfin, jugeons la saison 2025. Je pense qu'une autre saison, ou un peu dans la théorie, je pense que Kyrie peut totalement produire. Il pourrait produire un truc similaire à ce qu'on fait à Liberton ou Brunson cette année. Oui, bien sûr. Dans les faits, non. Je trouve qu'on n'a pas eu ça parce qu'on a aussi le fait que, tu vois, Kyrie n'était pas non plus première option d'équipe toute l'année, là où Brunson et Liberton l'ont été. Donc il y a ce côté, voilà, t'as tous les ballons, c'est démultiplier un peu la valeur. Pour moi, le point bas, c'était un peu Desmond Bane parce que je pense que Bane est sympathique comme créateur, un peu secondaire. Mais je pense que Kyrie a quand même plus de responsabilités. Donc après, où est-ce qu'on va taper là-dedans? Mais en fait, c'est pas que ça me dérange, mais je me dis, j'adore Kyrie, mais je sais pas trop comment le comparer à des mecs qui ont tous les ballons de type Harden, Trae Young ou Cade, quoi, tu vois. Moi personnellement, je le mettrais devant Trae Young, dans le sens où Trae Young a quand même été moins impactant, moins efficace cette année, même si, ok, il y a le côté plus de responsabilité, mais le côté plus de responsabilité, moi, je peux le voir avec Kyrie, en fait. Quand Luka est pas là, il est capable de prendre ce rôle-là, et en fait, pour moi, c'est plus un numéro 1 bis qu'un numéro 2, Kyrie. C'est pour ça que moi je le mettrais devant Trae Young de par justement sa belle saison efficace, plutôt bonne dans la création, etc. J'aurais tendance à le mettre devant. Après, je suis pas genre fermé du tout dans l'idée, donc. Écoute, alors coupons la poire en deux, mettons-le niveau Trae Young et James Harden. Alors moi je voulais le mettre plus bas. Parce que, tu vois, par exemple, pour moi, Butler une saison normale est largement au-dessus, mais Butler non. Oui, cette année, on est d'accord. Desmond Bane, j'ai dit, il y a une différence de profil. Mais ok, entre Harden, Wagner, tu m'avais dit Harden c'était ton point bas. Ouais, pour moi Harden, en fait, qu'est-ce qu'il fait de beaucoup mieux que Kyrie, tu vois, cette année? Il a tous les ballons et c'est un peu le système, quoi. Et c'est un peu ce qu'on n'a jamais vraiment été Kyrie cette saison, à part quelques matchs par-ci par-là ou des matchs où il n'y avait plus Doncic, mais les Mavs ne jouaient plus rien. Donc c'est un peu mon argument, mais ok, mettons-le comme ça, chapeau Trae Young alors, chapeau Trae Young. Mais c'est vrai qu'en discutant, tu parlais de Kawhi Leonard, c'est ça? Est-ce que Kawhi Leonard n'est pas un peu haut au final? Tu faisais la comparaison entre les deux, non? Tu vois, je peux avoir tendance à dire que James Harden fait une meilleure saison globale dans l'ensemble que Kawhi Leonard. Ok, très bien, faisons ça alors. Donc on aurait Cade, puis Trae Young, puis Harden, puis Kyrie, puis Kawhi. Comme ça pourrait être. C'est vrai qu'on n'avait peut-être pas assez pénalisé, maintenant que j'y pense, un peu le côté quart de saison de Kawhi Leonard. Mais ok, très bien, faisons comme ça. Et donc, quiz pour terminer, nous sommes le 19 novembre 2024 et c'est un step back à 3 points spectaculaire contre les New Orleans Pelicans. Mais qui est sur le terrain?
au moment de ce pull-up à 3 points. Bah, du coup, Kyrie, est-ce qu'il y a Luka? C'est le moment où il est blessé, je sais pas. Est-ce qu'il y a Klay Thompson? Non plus. Oh là là. Est-ce qu'il y a... qui c'est que j'ai oublié? Est-ce qu'il y a du... À l'intérieur, il y a du Powell? Non, il n'y a pas Powell. Il y a du Kleber, il n'était pas transféré encore? Kleber est là, en effet. Il y a Lively. Non. Il y a Gafford. Gafford est là, oui, tout à fait. PG Washington, Najee Marshall. Najee Marshall, oui. Et le dernier, il raconte des contes, justement. Grimes. Les contes de Grimes, tout à fait. C'est là on voit où t'écoutes les épisodes, c'est que du coup mes indices déjà utilisés sont inutiles. Je me suis demandé d'ailleurs, c'était quoi ta statistique de true blague plus ton taux de blague, de bonne blague pour 1000 quiz, 1000 joueurs de quiz. 80% en dessous de la moyenne, je pense. Hein. Ouais. Celle avec Matas Bouzelis, alors je sais plus comment elle était vraiment bien celle-là. Matas, c'est la tasse. Wow. Matas, ouais. Oh, elle est sortie de Et alors côté Pelicans Matkovic. Non. Ok. Zion. Pas Zion, non. Murray s'est blessé vachement tôt. Je pense qu'il était. Je sais pas s'il était là encore ou pas. Non. Est-ce qu'il y avait du. Ingram, pareil, il a joué tellement peu de matchs. Exactement, Ingram est là. On est en novembre, il est là, Ingram. Missy, il a fait une bonne saison. Non, alors en pivot, on a quelqu'un qui a fini la saison chez les Lakers, un bodybuilder. Si t'as vu un peu les Lakers, je pense que tu vois de qui je parle. Ouais, j'ai vu les Lakers. Il est pas hyper bon au basket, mais par contre, il est costaud. Hein, il est vraiment très épais. En pivot? Attends, ça me dit rien, là. Non, voilà, attends, je vais me faire. Est-ce qu'il y a Trey Murphy? Non, il y a pas Trey Murphy, mais le pivot dont je te parle, il s'appelle Trey. Ouais, ça me perturbe. C'est Jamison, Trey Jamison. Ok, ah non, moi je le vois pas du tout. Il avait commencé la saison aux Pelicans. Est-ce qu'il y a... Ah ouais, ok. Non, mais... Est-ce qu'il y a Alvarado? Non plus. Herb Jones? Non plus. Oh là là. Je sais plus, hein. Qui c'est qui me manque? Il y a un ancien joueur de Miami, d'ailleurs. Ancien joueur, petit joueur hipster de Miami. Exactement. Jamal Cain est là. Ouais. On a quelqu'un qu'on retrouve tous les ans, le 24 décembre. Oh, alors, tu l'avais dit dans les podcasts, mais je me souviens plus de son prénom. C'est pas... Jalen Noel, je te l'accorde. Et le dernier, il a 3 noms. 3 noms. 3 noms. Wendell Carter est le Halford du pauvre. Ce joueur est le Wendell Carter Jr. du pauvre. Oui. Jeremy tu l'as. Robinson Earl, c'est ça? Exactement. Jeremy Robinson Earl. Il est sorti nulle part. Hein. J'avais plus du tout de souvenir de lui. Mais... Donc voilà qui est sur le terrain. Et donc je peux rappeler les joueurs dont on a parlé aujourd'hui. On a parlé de Kyrie Irving qui a été inséré autour de la 14e ou 15e place. On a également discuté Jaylen Brown qui s'insère entre Jamal Murray et DeMar DeRozan au niveau de la 29e place. Michael Porter Jr. qu'on a inséré autour de Josh Hart vers la 42e place. Cason Wallace un peu plus bas vers les 10 derniers entre Harrison Barnes et Donte DiVincenzo. Et puis Andrew Wiggins qui est au niveau de la 45e place à peu près à côté de PG Washington et Dylan Brooks. Voilà. En tout cas, voilà pour cette belle cuvée. Finalement, on y est arrivé, tu vois, Simon. En tout cas, je te remercie d'être passé sur le Basket Lab et sur ce Top 100. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et donc voici pour cette nouvelle cuvée. Je le rappelle également, nous avons un site qui a été mis en place par quelqu'un, Garincha, sur le Discord. Donc notamment, regardez un peu les liens en description si ça vous intéresse. Notamment, c'est un petit outil informatique, un petit site très bien fait pour venir voter. Vous pouvez un peu le faire au jour le jour comme nous, ou alors juste envoyer votre top 100 entier. Il y a des options pour exporter en tableur Excel, il y a des options pour exporter en images. Donc vous pouvez venir le poster aussi sur le Discord ou un peu partout. Donc voilà, l'outil très utile qui nous a été fait par Garincha, on le remercie une nouvelle fois. Et nous, de notre côté, on va se retrouver demain. Bien sûr, demain pour un nouveau numéro. Et demain, pour le numéro 14, je peux annoncer la cuvée. Demain, on va parler de Bam Adebayo, de Tyrese Maxey, de Walker Kessler, et oui, de Naz Reid et de Jalen Williams. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Simon d'être passé sur Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.